L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 impose aux personnes auditionnées de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous voulez bien vous lever, lever la main droite et dire « je le jure ». Et bonsoir à tout le monde, bonsoir, bienvenue sur Parole d'Honneur Radio, la radio antiraciste et décoloniale. Alors c'est une radio que vous pouvez suivre en direct de la colonie, là, dans le public, ce soir on est nombreux, ou alors en live, comme vous le faites sûrement sur votre écran, sur Facebook. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous suivent sur Facebook à partager ce live au plus grand nombre, et même les gens qui sont présents ici, n'hésitez pas à partager cette émission. Alors, ce soir, c'est un numéro un peu spécial. On a changé le déroulement de l'émission parce qu'on a le plaisir de recevoir Thomas Piketty. Bonsoir Thomas Piketty. Bonsoir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS, professeur à l'économie de Paris. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, mais c'est surtout avec votre précédent livre, Le Capital au XXIe siècle, paru en 2013 au Seuil, que vous avez atteint une renommée internationale parce qu'il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, ce qui est extraordinaire pour un livre d'économie, et traduit en plus de 40 langues. Mais si nous sommes présents ici ce soir, c'est pour parler surtout de votre dernier livre, paru en septembre 2019, que voici. Je vais l'afficher. Thomas, donc Capital et idéologie, édité au Seuil, 1200 pages, un très gros livre, mais très très simple à lire. D'ailleurs, vous le répétez souvent, c'est simple à lire, parce que c'est davantage un livre d'histoire de l'économie que d'économie, c'est ça ? C'est un livre d'histoire, oui, je crois, plus d'économie. Oui, c'est très lisible, hein. Vraiment. Si vous en lisez qu'un, lisez plutôt celui-là que le précédent. Ouais, je trouve que c'est plus intéressant. Et donc, il y a certains qui se sont demandé pourquoi une émission décoloniale invitait un économiste comme vous, Thomas Piketty, qu'on pourrait classer plutôt dans la social-démocratie française, donc assez éloigné de nos centres d'intérêt. La raison est simple, c'est que vous abordez dans une grande partie de votre ouvrage des thèmes qui nous concernent directement. Alors, les médias, ils ont beaucoup parlé d'une radicalisation de Piketty sur sa gauche, un terme qui vous met un peu, vous êtes un peu perplexe face à ça. Mais ce qu'ils n'ont pas noté, c'est que la grande nouveauté chez vous surtout, c'est votre intérêt pour les sociétés extra-européennes, mais aussi pour les sociétés esclavagistes, coloniales, et vous vous intéressez même, à la fin de votre ouvrage, aux inégalités raciales, à l'islamophobie et aux montées des idées d'extrême droite que vous appelez nativistes. Alors, vous avez déjà fait de nombreuses interviews où vous répondez à peu près aux mêmes questions. Et peu de journalistes vous ont interrogé sur ces sujets-là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va chercher à combler ces lacunes et on va surtout soulever les questions qui sont relatives au sujet décoloniaux et antiracistes. Donc, on va d'abord entamer un entretien à deux avant que deux autres invités, Patrick Simon et Félix Bojo-Ewandjepe, nous rejoignent pour une discussion. Alors, pour commencer, vous dites vous-même dans votre livre que l'un des grands changements par rapport à votre précédent ouvrage, c'est toute la partie sur les sociétés extra-européennes. Et vous dites aussi que vous avez tenté de lutter contre votre occidentalocentrisme. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à entamer ce processus ? Moi, j'aurais voulu le faire avant. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que mon livre précédent, Le Capital au XXIe siècle, effectivement propose une histoire des inégalités de revenus et de patrimoine. Et parmi les multiples limitations de ce livre, il y a le fait qu'effectivement, il est très centré sur, disons, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, un peu le Japon. C'est d'abord aussi, dans une large mesure, faute d'accès à des sources adéquates pour beaucoup d'autres parties du monde. Et c'est vrai qu'un des effets du succès du Capital au XXIe siècle, c'est que ça a facilité, dans un certain nombre de cas, au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud, dans certains pays en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire par exemple, de forcer, disons, un peu la main de gouvernements et d'administrations qui ne voulaient pas nous ouvrir leurs données fiscales ou financières historiques. En Inde, vraiment, des débats télévisés m'ont permis de mettre la pression sur des gouvernements qui ensuite, avec l'aide de journalistes, m'ont aidé à continuer de ne pas les lâcher pour obtenir des accès à des sources qui n'étaient pas disponibles. Donc il y avait un problème d'accès aux sources pour étudier les questions de transparence financière, d'inégalité de revenus qui
que j'ai finalement réussi à dépasser. Mais au-delà de ce point un peu technique sur l'accès aux sources, qui est important, mais qui n'est pas le seul, c'est vrai que c'est la progression aussi de la réflexion des livres précédents. Moi, en gros, j'ai écrit 3 livres. J'ai écrit Les hauts revenus en France au XXe siècle, en 2001, donc qui, comme le titre l'indique, se focalise vraiment sur la France de façon assez étroite. Le Capital au XXIe siècle, en 2013, qui étend la focale, disons, sur le reste du monde occidental, et puis Capital et idéologie, qui se veut beaucoup plus global et dans lequel je propose une histoire des régimes inégalitaires plus vaste et dans lequel les sociétés esclavagistes et les sociétés coloniales post-esclavagistes et les sociétés post-coloniales aujourd'hui constituent naturellement un élément central de la trame d'ensemble, parce que depuis le développement du capitalisme au XVIIIe, XIXe siècle, évidemment, la question des appropriations coloniales, la question de la production de coton dans les plantations esclavagistes qui permet l'industrialisation textile, joue un rôle central. Oui. Et aujourd'hui, sous des formes différentes, le questionnement postcolonial joue un rôle central dans la structuration des inégalités, à la fois à l'intérieur de nos sociétés au nord, mais évidemment dans les relations très inégales économiques au niveau mondial. Donc voilà, ce livre essaye de prendre de front ces questions bien davantage que mes livres précédents. Oui, vous montrez que la période coloniale et esclavagiste a une importance majeure dans l'évolution des sociétés contemporaines et qu'elles ont toujours un impact sur les inégalités d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donc considérer que la fin du XVe siècle, 1492, le début de la colonisation, a été un tournant majeur dans l'histoire humaine ? Oui, c'est certain que les systèmes de domination coloniale qui se mettent en place autour de 1492-1500 jusqu'aux années 1960 ou même jusqu'aux années 1990, si on inclut la fin de l'apartheid en Afrique du Sud comme forme ultime de décolonisation. Et puis, comme on sait, la décolonisation à travers la question des discriminations est toujours extrêmement présente. Donc on voit bien qu'on sort tout juste, enfin à l'échelle d'une histoire longue, on sort tout juste de cette longue phase dont on n'est naturellement pas complètement sorti, puisqu'une phase aussi longue sur 4 siècles et demi, 5 siècles, on ne peut pas espérer que quelques dizaines d'années, hop, on est passé dans un autre monde. Donc on a besoin de cette perspective longue, et on en a besoin aussi parce que je raconte par exemple dans le livre tout cet épisode des abolitions de l'esclavage, où on va se mettre à compenser financièrement, non pas les esclaves pour mauvais traitement, pour travail non rémunéré pendant des siècles, mais les propriétaires d'esclaves et tous les intellectuels libéraux du XIXe siècle en France, Tocqueville, se battent pour que les propriétaires d'esclaves soient indemnisés. Et ça exprime assez bien cette forme de sacralisation de la propriété privée qui se met en place finalement après la Révolution française et au XIXe siècle, et qui, dans le cas d'Haïti, comme on sait, donc la dette qui va être imposée à Haïti par la monarchie française en 1825 pour accepter de reconnaître l'indépendance d'Haïti et la liberté des esclaves, cette dette, Haïti va la traîner jusqu'aux années 1950. Donc c'est une histoire. Et en 2004, quand Jacques Chirac se demande est-ce que je vais aller pour le bicentenaire d'Haïti en Haïti, les diplomates français lui disent ah non, il faut mieux pas y aller parce qu'on risque de te demander des comptes. Et donc il y va pas. En 1904, la Troisième République avait décidé de pas y aller, avec une raison différente qui était à l'époque de dire vous êtes quand même des mauvais payeurs, vous nous avez toujours pas assez bien remboursé ce que vous nous devez. Donc c'est une problématique qui nous amène qui nous amène très rapidement jusqu'au temps présent depuis l'histoire de Saint-Domingue au XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle et même au début du XXIe siècle. Oui, vous rappelez d'ailleurs dans le cas d'Haïti que la dette elle est énorme, c'est 150 millions de francs or, c'est ça Oui, alors si on veut la mettre par rapport à des dettes qu'on connaît aujourd'hui, la dette qui est imposée à Haïti en 1825, c'est de l'ordre de 3 années de production nationale d'Haïti à l'époque, donc on dirait aujourd'hui 300% du PIB, ce qui évidemment n'est pas remboursable en une seule fois par définition. Donc ce qui va se passer, c'est que les banquiers français vont venir pour proposer évidemment de refinancer tout ça moyennant taux d'intérêt, et donc des intérêts vont s'ajouter à cette dette initiale, et c'est ça qui fait que pendant presque un siècle et demi, jusqu'aux années 1950, Haïti se retrouve à rembourser à la France, enfin à l'État français, l'argent est versé à la Caisse des dépôts, puis reversé ensuite aux anciens propriétaires d'esclaves. C'est quelque chose qui est très bien documenté. Moi, j'ai un étudiant en doctorat qui a repris toutes les données, les archives qu'on regardait, et c'est vraiment un exemple quand même extrêmement bien documenté d'un paiement considérable qui a été fait pour
pour compenser les propriétaires d'esclaves de la perte de leur propriété, et qui a complètement miné le développement de l'île pendant un siècle et demi, parce qu'au-delà du poids financier, c'est évidemment toute la structure sociale, politique, la structure du conflit politique dans l'île qui est totalement surdéterminée par cela, parce que inévitablement vous avez une longue succession de cycles politiques avec parfois des phases un peu de désillusion, où on se dit il faut bien repayer, on n'a pas le choix, sinon l'île va être envahie, et puis de temps en temps il y a des mouvements qui disent non mais ça va pas la tête, c'est vraiment l'humiliation absolue, on arrête de payer, sauf que évidemment les pressions du monde extérieur font qu'à la fin il faut quand même se remettre à payer, et donc voilà, c'est toute la construction de la légitimité politique dans l'île qui s'en est trouvée totalement détruite et dans une large mesure jusqu'à aujourd'hui. Donc on va revenir plus loin dans l'émission sur la question des réparations, qui est importante aussi dans votre ouvrage, mais il y a un point très intéressant que vous soulevez dans votre livre, et en cela vous rejoignez peut-être sans le savoir totalement les analyses décoloniales, c'est que vous allez un peu contre les discours essentialisants, orientalistes, qui font des sociétés extra-européennes, des sociétés autoritaires et conservatrices par essence, par nature. Vous montrez que c'est faux et que c'est même au contraire la colonisation occidentale qui a tendance à rigidifier les hiérarchies, c'est bien ça? Est-ce que vous ne devenez pas petit à petit un décolonial? Oh mais moi j'ai pas de problème avec ce terme. Vous savez, moi je n'essaye pas dans ce livre de faire la police du langage. Je propose, pour dépasser le capitalisme, à la fin du livre, une forme de socialisme participatif. Et à la fête de l'UMA, certains me disaient mais pourquoi vous voulez pas l'appeler communisme participatif? Bon, moi je veux bien l'appeler communisme participatif. En l'occurrence, je trouve que le mot socialisme est plus facile à sauver du XXe siècle que le mot communisme. Mais après, on peut discuter. D'autres personnes penseraient que le mot socialisme n'est pas sauvable. Le mot décolonial me va. Me pose pas de problème. Après, voilà, je veux voir ce qu'on met dedans pour reconstruire ensuite. C'est-à-dire que la réflexion sur les discriminations passées, sur les réparations est très importante. Et en même temps, on a aussi besoin d'une réflexion sur la justice économique à un niveau le plus universel possible, c'est-à-dire au-delà des origines des uns et des autres et des discriminations passées, d'une réflexion sur le régime de propriété. Quel régime de propriété pour sortir de la propriété purement privée, actionnariale. Et donc voilà, moi je veux bien être sûr que la pensée décoloniale intègre une pensée sur la justice économique et voilà, faut se laisser enfermer dans aucune de ces perspectives. Et donc, malgré cela, malgré le fait que vous montrez l'importance de la période esclavagiste et coloniale, qui a encore des répercussions aujourd'hui, on a parfois un peu l'impression que pour vous, le colonialisme, c'est de l'histoire ancienne. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on est entré dans une forme de néocolonialisme? Ce que vous appelez, vous, le néopropriétarisme, est-ce que c'est pas aussi une forme de néocolonialisme qui peut se développer sur plusieurs formes, comme l'impérialisme? Oui, il y a les deux en même temps, assurément, mais quand même pour en revenir sur est-ce que c'est de l'histoire ancienne? Non, c'est pas de l'histoire ancienne. C'est-à-dire, moi, il y a un cas que j'étudie de façon détaillée dans le livre, dont j'ai beaucoup eu de mal jusqu'ici à parler avec les médias français, qui est le cas de l'Inde. J'ai un très long chapitre sur comment le colonialisme britannique a transformé la structure des inégalités en Inde et la structure de la société indienne. Et c'est un exemple très frappant, parce que c'est vrai que dans le regard occidental, une des justifications pour la colonisation, ça a toujours été de se représenter des sociétés orientales, et notamment la société indienne, comme intrinsèquement inégalitaire, incapable de se moderniser, et c'était justement censé justifier le projet colonial. En fait, si on regarde les choses de plus près, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment l'entreprise coloniale britannique, en l'occurrence de recensement des castes pendant de 1871 à 1931, qui a conduit à énormément rigidifier la structure des inégalités en Inde. Enfin, c'est pas que les rapports entre groupes sociaux avant, entre groupes favorisés et défavorisés, étaient particulièrement tendres en Inde avant la colonisation, mais la colonisation a conduit à mettre tout ça dans des boîtes à l'échelle de tout un pays, alors que les catégories sociales initialement,
tous les éléments, toutes les recherches qu'on a sur l'Inde au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, montrent que c'était quand même beaucoup plus fluide, en tout cas que ça n'existait pas de façon aussi rigide à niveau d'un tel espace. Donc c'est comme si voilà, un souverain indien était venu mettre toute l'Europe dans des cases en demandant à des vendangeurs catalans, à des nounous bretonnes ou à des ouvriers finlandais, à des Écossais, à des Grecs, qui êtes-vous, quelle est votre catégorie, quelle est votre caste pendant un siècle, en distribuant des droits, des devoirs, des interdictions, des hiérarchies en fonction de ces identités. Bon, un siècle plus tard, ça a fini par prendre une consistance et par créer des référentiels dont l'Inde indépendante a eu le plus grand mal aussi à se défaire. Et là, pour le coup, c'est très présent aujourd'hui, avec aussi la question de l'islam et de l'islamophobie en Inde qui est très importante. Mais les clivages à l'intérieur de la société hindoue et les clivages en termes de caste, de discrimination dont le pays aujourd'hui essaye de se débattre avec des systèmes ambitieux de discrimination positive, d'accès à l'enseignement supérieur, à l'emploi public, aux fonctions électives pour les membres des anciens groupes défavorisés. C'est un système qui est loin d'être parfait, mais qui essaye d'affronter avec les moyens de l'état de droit l'héritage d'un très lourd passé inégalitaire, à la fois précolonial et rigidifié par la colonisation. Donc cette histoire, dans le cas de l'Inde, dans ce cas particulier, mais qui est quand même important, intéressant, est complètement aujourd'hui présent. Alors, sous des formes différentes, dans les sociétés ouest-européennes, dans les sociétés nord-américaines, on a un héritage qui est plus que moderne. Et puis, au niveau international, oui, la décolonisation, elle n'a jamais eu lieu dans le sens que les rapports de domination centre-périphérie entre les puissances économiques dominantes du Nord, les pays du Sud, notamment en Afrique, n'ont jamais cessé. Oui. D'ailleurs, prenant le cas français, question inégalité entre la métropole et ce qu'on appelle les territoires outre-mer, comment on pourrait expliquer les inégalités autrement que par une forme de colonialisme ? Oui, alors moi je montre dans le livre que par exemple un certain nombre des territoires d'outre-mer, par exemple la Réunion, ont eu jusque tout récemment et même encore aujourd'hui des niveaux d'inégalité en termes de concentration des richesses qui sont comparables à ce qu'on avait. Enfin, si on regarde les estimations dans les années 50, 60, 70 à la Réunion et qu'on compare avec l'Afrique du Sud de la même époque, disons qu'on n'est pas, c'est pas très très différent. Enfin, par rapport à l'ensemble des sociétés mondiales. Enfin, c'est pas pour dire que c'était pas exactement l'apartheid évidemment à la Réunion, mais si on compare en termes de concentration des richesses matérielles, on a un système qui vient de très très loin en termes d'inégalité. C'est d'ailleurs pas sans rapport avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur la façon dont s'est fait l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que l'abolition de l'esclavage, à la Réunion, comme à la Martinique, comme à la Guadeloupe, comme dans les îles esclavagistes britanniques, on partait d'une situation où il y avait 80-90% d'esclaves dans la population. Au moment de l'abolition de l'esclavage, non seulement la propriété terrienne est restée entièrement aux mains des anciens propriétaires d'esclaves, mais il y a eu une compensation financière qui a été versée aux propriétaires d'esclaves pour les compenser de leur perte de propriété. En Afrique de l'Ouest, la première banque qui va donner lieu finalement à la Banque centrale qui est aujourd'hui qui gère en partie le franc CFA, c'est la banque du Sénégal, a été créée pour gérer les indemnités aux anciens propriétaires d'esclaves qu'il fallait compenser au moment de l'abolition en 1848 dans les territoires concernés autour de Dakar au Sénégal. Donc on a cet héritage, il est complètement présent. Et comme on l'a abordé là déjà, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est aussi que vous, pour un penseur de la gauche, c'est d'aborder la question des réparations, qui est souvent vue comme un combat annexe, insignifiant et dépassé, mais vous montrez que, encore une fois, vous rejoignez ici les penseurs antiracistes, panafricains et décoloniaux, c'est que la question des réparations, elle est autant légitime que nécessaire, c'est bien ça. Mais ça m'amène à poser trois questions. C'est la première, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi parler de la réparation pour les sociétés qui ont été colonisées? La deuxième, et vous commencez aussi à l'aborder dans votre livre, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas aussi parler des réparations par rapport à la catastrophe climatique? Vous montrez aussi que les principaux responsables sont les pays du Nord et c'est les pays du Sud qui en pâtissent. Et enfin, cette question des réparations, comment on pourrait la rendre légitime dans le champ politique et rien déjà qu'à gauche?
Oui, il y a une immense hypocrisie sur ces questions de réparation. C'est-à-dire que, bon, vous vous souvenez quand François Hollande était passé à Haïti en 2014-2015, ou quand il était à la Martinique avant d'aller à Haïti, on lui avait posé la question, mais est-ce que vous êtes d'accord que la France a une dette vis-à-vis d'Haïti? Bon, il n'avait pas très bien compris la question et il avait dit oui, il y a une dette vis-à-vis d'Haïti. Puis alors, après, quand il est arrivé en Haïti, tout le monde lui a dit mais alors vous allez repayer? Et il a dit non, je voulais dire une dette morale, mais la dette financière, tout ça est beaucoup trop ancien. Et ça... Alors voilà, c'est beaucoup trop ancien, sauf que les paiements, ils ont eu lieu d'Haïti à la France et aux États-Unis, à qui la France avait cédé ses créances dans les années 20, mais qui contre de l'argent, et les créditeurs américains ensuite se sont fait rembourser jusqu'aux années 1950. Donc c'est ancien et en même temps pas si ancien. C'est-à-dire on sait très bien qu'il y a d'autres indemnités, d'autres réparations, parfois plus anciennes ou contemporaines, autour de la Seconde Guerre mondiale, pour lesquelles on considère qu'il est toujours temps de se poser la question des spoliations de biens pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout récemment, il y avait cette histoire invraisemblable de la famille Hohenzollern, vous savez, celle de Guillaume II, de l'empereur de Prusse, qui est actuellement en litige avec l'État allemand pour récupérer des châteaux qui appartenaient à la famille jusqu'en 1918, donc jusqu'à la fin de l'Empire. Et la question, enfin, c'est clair qu'ils vont récupérer des choses. Après, le litige, est-ce que tel ou tel tableau qui était dans le château, on va quand même le garder dans le musée ou pas? Mais en tout cas, il y a une partie des châteaux qui, en plus, étaient des châteaux d'État, mais qui vont être restitués à des descendants de la famille Hohenzollern. Donc, on a des logiques de compensation. Bon, pendant très longtemps, par exemple, les Japonais américains qui ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc parce qu'ils avaient la nationalité américaine, mais au fait de leur origine japonaise, ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale, personne aux États-Unis voulait entendre parler d'une compensation. Ouais. Puis finalement, il y a eu une loi en 1988. Reagan a mis son veto, le Congrès l'a revoté, finalement la loi est passée, qui accordait 25 000, 30 000 dollars pour chaque personne qui avait passé 2 ans dans les camps d'internement. Donc, comme quoi, voilà, après les ressources, à la fois les ressources financières, politiques, médiatiques, intellectuelles des différents groupes qui demandent réparation ont un effet sur est-ce que la réparation a lieu ou pas. Et les préjugés sont pas toujours les mêmes dans les différents cas. Enfin, en tout cas, fermer ce débat sur cette réparation-là ou telle autre réparation, alors que le débat a été ouvert et sans cesse réouvert, ça expose, disons, à une suspicion de manque de neutralité. Enfin, disons, ça complique beaucoup la construction d'une norme de justice commune. Alors, maintenant, cela étant dit, c'est compliqué de construire des normes de justice acceptables, mais au moment... Bon, par exemple, dans le cas de la France, sur les anciennes îles et les anciennes colonies esclavagistes françaises, vous vous souvenez, au moment de la loi de 2001 sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, la loi Taubira, donc Taubira était députée, elle avait proposé dans cette loi un article créant une commission chargée d'examiner les questions de réparation. Ce qu'elle avait en tête, Christiane Taubira, ce qu'elle a toujours en tête, c'était notamment des questions de réforme agraire à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, qui pourraient regarder, est-ce que si les propriétés s'étaient transmises depuis des propriétaires jusqu'à leurs descendants aujourd'hui, les propriétaires d'esclaves jusqu'à leurs descendants aujourd'hui, alors que d'autres populations n'avaient accès à aucune propriété terrienne ou autre, est-ce qu'il n'y a pas des moyens, comme ça s'est fait dans d'autres sociétés historiquement, y compris des sociétés qui n'avaient pas connu l'esclavage, des façons de redistribuer un peu la propriété dans un cadre organisé, dans le cadre de l'état de droit. Bon, cet article a été supprimé par la majorité, la majorité de l'époque. Bon, ce sont des démarches qui sont toujours compliquées dans tous les pays. Mais je pense qu'à un moment, il faut accepter de rentrer dans cette discussion. Au Royaume-Uni, il y a quelques années, une équipe de chercheurs, j'en parle dans mon livre, University College London, a publié 2 gros volumes et a mis en ligne la base de données sur tous les anciens propriétaires d'esclaves britanniques qui ont reçu des compensations. Après la loi de 1833. Donc c'est des compensations considérables. En moyenne, il y a à peu près 3000 familles de propriétaires qui ont reçu des compensations. Si on les met aujourd'hui, ce serait de l'équivalent de 20 millions de livres sterling aujourd'hui, qui se sont transmis dans la famille. Et alors il y avait un cousin de David Cameron qui était sur la liste. Et donc quand David Cameron était Premier ministre. Et donc il y a un débat qui a un peu commencé en Angleterre. Bon, mais alors quand même, est-ce qu'on peut tracer
tracer la fortune comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, est-ce que vraiment on peut rien faire? C'est ça le mieux qu'on puisse faire? C'est rien du tout. Bon, c'est compliqué, mais il faut quand même accepter d'en parler. Et je pense que si les mêmes archives et les mêmes données sur les compensations pour état d'esclaves étaient mises à jour dans le cas de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, ce serait d'une certaine façon, ce serait quelque chose de positif, parce que ça obligerait à avoir des choses, des transmissions dans certaines familles par rapport à... Je pense qu'il faut, voilà, il faut prendre ces questions de face et vouloir les mettre sous le tapis éternellement, refuser d'en parler, alors que d'autres compensations ont lieu et d'autres indemnisations ont lieu pour d'autres crimes, forcément conduit à hiérarchiser les crimes entre eux d'une façon qui rend très compliqué la construction d'une norme commune de justice. Oui, en tout cas ici, nous, on les prend de face ces questions. C'est plus le camp de la gauche où c'est difficile d'imposer ces questions. Je voulais revenir sur votre livre et vous montrer que les sociétés tendent sur le temps long à être de plus en plus égalitaires, même s'il existe des reculs. Et vous parlez notamment de la période de l'après-guerre jusqu'à 80-90 comme une période durant laquelle les inégalités ont été fortement réduites. Mais cela, est-ce que c'est surtout vrai pour les sociétés occidentales? Et même si on peut constater des baisses des inégalités dans les pays du Sud, la grande majorité restait dans la misère, et même dans certains endroits, les inégalités se sont creusées. Donc, ce qui m'amène à vous poser une question qui peut paraître un angle mort dans votre analyse. Est-ce que l'une des raisons principales de la baisse des inégalités dans les pays du Nord, ce n'est pas que ces pays avaient les moyens matériels et économiques d'assurer à leur population un meilleur niveau de vie, et que ces moyens ont été pillés dans les pays du Sud, cela en pillant les richesses, en exploitant les travailleurs, en siphonnant leurs ressources, en corrompant leurs dirigeants. En gros, est-ce que la réduction des inégalités dans le Nord ne s'est pas fait sur le dos des populations du Sud? Le développement du Nord, de façon générale, c'est fait clairement en exploitant le Sud. Ça, il n'y a pas aucun doute. Après, dans la phase de réduction des inégalités qui se déroule au cours du XXe siècle, entre 1900, 1910 et 1980-1990, je dis pas que les rapports entre le Nord et le Sud sont particulièrement harmonieux ou justes et égalitaires, mais disons, ils sont pas forcément pires que ceux du 19e siècle ou du 18e siècle. Ils sont même un peu, disons, c'est quand même la fin du colonialisme, en tout cas dans sa forme la plus brutale. C'est aussi le début de phénomènes de mélange, de rencontres de populations qui autrefois ne se rencontraient que par l'intermédiaire des armes ou des dominations coloniales. Donc ça aussi, c'est une forme de réduction des inégalités, enfin qu'il s'agit pas d'idéaliser ou de voir de façon complètement idyllique, mais c'est quand même un progrès. C'est un progrès considérable qui fait qu'aujourd'hui on vit dans des sociétés plus diverses, plus mélangées dans leurs origines, ce que certains évidemment tentent d'exploiter pour promouvoir leur vision de haine, et ça fait partie des défis qui sont à relever aujourd'hui. Mais on a quand même au XXe siècle un processus de façon générale de réduction des inégalités à l'intérieur des pays, et d'une certaine façon quand même entre pays. Alors tous les pays ne sont pas également concernés, mais si on prend les pays d'Asie qui étaient les plus pauvres dans les années 50, 60, 70, il y a une amélioration de la situation relative qui est importante. Et donc voilà, c'est tout ça, il faut le prendre en compte pour essayer de penser la suite. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut pas, il faut toujours sur ces questions remettre le débat sur le thème de la justice économique, sociale, sous toutes ses formes. Donc la question concrètement, en France aujourd'hui, ou dans les relations entre l'Europe et l'Afrique, il y a d'abord effectivement arrêter de piller les ressources de pays où on va après se gargariser d'une petite aide publique, alors qu'en fait les flux sortants privés et les profits exploités dans ces pays, transférés dans les paradis fiscaux, vont souvent dépasser très très largement toutes les aides soi-disant généreusement accordées. Donc la première forme d'égalité, c'est une transparence dans le système financier, fiscal international, qui permettent, notamment aux pays africains, d'arrêter de se faire piller en permanence sur les profits réalisés sur leur sol, et de donner une capacité à recevoir une partie de la base fiscale imposable des multinationales qui soit en rapport
avec la façon dont ces territoires sont utilisés économiquement. Donc là, nous, on a fait des propositions. Il y a toute une commission ICRIC, qui est la commission indépendante sur la taxation des multinationales, dans laquelle on a fait des propositions avec beaucoup d'autres membres de la commission pour justement, par rapport aux négociations actuelles à l'OCDE, qui en gros visent à essayer de récupérer une partie des profits dans les paradis fiscaux pour se les partager entre pays du Nord. Nous, on a fait une proposition alternative qui permet d'avoir une clé de répartition des profits des multinationales davantage en fonction de l'emploi dans les différents territoires et pas forcément en fonction du consommateur final, ce qui avantage beaucoup les pays du Nord. Mais si on répartit davantage en fonction de l'emploi des personnes effectivement employées dans les différents territoires, là, on aurait une répartition de l'assiette fiscale beaucoup plus en faveur des pays du Sud. Donc ça, voilà, il y a des enjeux comme ça de justice fiscale internationale qu'il faut mettre au cœur. Des enjeux de justice économique à l'intérieur des pays du Nord sur la lutte contre les discriminations qui doit être menée de façon beaucoup plus radicale que ce qui est fait actuellement. Et puis au-delà de justice économique sur la question de l'accès à la propriété, de la justice éducative. Et là, il ne faut pas s'enfermer non plus dans la question des origines. Et il faut regarder, parce que les origines, elles se mélangent, elles se redéfinissent. Et il faut regarder par la suite. C'est-à-dire que moi, je pense quand même que par rapport au mouvement, disons, décolonial en général, moi, je voudrais quand même dire, faisons attention de ne pas se retrouver... Vous savez, il y avait tout un mouvement en Inde très important qui a beaucoup joué pour sortir des excès du régime colonial et du régime de caste en Inde, qui est tout le mouvement des Dalits, d'Ambedkar, qui se focalisait vraiment sur les discriminations dont faisaient l'objet des catégories historiquement discriminées dans la société indienne, qui a porté un agenda de réforme pour lutter contre les discriminations extrêmement important, mais qui a refusé de s'attaquer à la question de la propriété, du régime de propriété. C'est-à-dire qu'Ambedkar, en particulier, était très anti-marxiste, en partie pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'il trouvait que les marxistes ne s'intéressaient pas assez aux discriminations. Et il avait raison là-dessus. Et il disait, les marxistes nous disent que l'égalité de la propriété va complètement résoudre les discriminations entre les groupes, ce qui était faux. Mais il était tellement anti-marxiste et finalement assez conservateur dans sa vision de la propriété que finalement, sur les questions proprement économiques, de fiscalité, d'impôt sur la propriété, de réforme agraire, de redistribution du pouvoir au sein des entreprises, il était finalement presque aussi conservateur que le parti du Congrès. Et donc le débat s'est focalisé sur les questions de quotas, de discrimination positive qui étaient importantes, mais finalement tout ça arrangeait bien aussi les groupes les plus favorisés de la société indienne qui comme ça n'ont pas eu à payer les impôts pour financer les services publics, n'ont pas eu à redistribuer leurs propriétés. Et donc voilà, la question des discriminations est centrale, mais la question de la justice économique au-delà des origines, au-delà des discriminations, et quand même le terrain sur lequel il faut mettre l'accent. Mais justement, dans votre livre, vous dites que pour combattre ce que vous appelez les identitaires, les nativistes, il faut prendre en main les questions des inégalités économiques. Mais est-ce que là, c'est pas le piège inverse d'avoir une vision seulement économiciste de ces conflits? Est-ce que c'est vraiment aussi simple? Alors, vous montrez, donc, on peut se demander si pour faire émerger des questions économiques qui seraient universalistes, il ne faudrait pas aussi aller sur le combat de l'antiracisme en tant que tel. C'était Sadri Hariri qui disait qu'à des valeurs, il faut opposer des valeurs. Est-ce que l'un des moyens, par exemple, de lutter contre Salvini, c'est pas aussi de remettre en cause toutes les valeurs identitaires en tant que telles? Parce que ce qui empêche les gens de vouloir aider les migrants, c'est aussi la sous-humanisation de ces migrants qu'on considère qu'ils ne sont pas assez dignes pour qu'on leur vienne en aide. Bien sûr, non, mais il faut faire tout en même temps. Il n'y a pas à choisir entre un agenda antiraciste et un agenda, disons, économique et de justice de classe. On est sur la lutte contre la discrimination. Pour moi, en France aujourd'hui, c'est clair que l'agenda n'est pas suffisamment occupé. C'est-à-dire on a des études qui montrent de façon claire que pour un même diplôme, si vous avez un prénom, un nom arabo-musulman, vous n'avez juste pas les entretiens d'embauche
d'embauche que vous avez si vous avez un autre nom et prénom. Et donc ça, il suffit pas de le dire. Il faut se donner les moyens, en ayant des propositions concrètes, d'observatoire de ces pratiques. Il faut se construire des institutions neutres permettant de mesurer l'évolution de ces pratiques à grande échelle auprès des entreprises de toute taille et pas simplement d'un petit nombre d'entreprises volontaires et sympathiques, mais auprès de toutes les entreprises. Et surtout, ensuite, il faut se donner des sanctions permettant de faire évoluer cette réalité. Oui. Et donc ça c'est absolument central. Mais pour prendre cet exemple-là, on ne peut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il y a des objectifs. Moi, quand je parle de la circulation, de la propriété, de la redistribution de la propriété, de la propriété temporaire et sociale qui permet de limiter les droits de vote des plus grands actionnaires dans les entreprises, de la question de la justice éducative, ce sont des objectifs universels qui vont au-delà de ces questions de réparation pour des liés à des appartenances passées et à des questions discriminatoires. Donc il faut marcher sur les deux jambes. J'essaye de le faire, sans doute pas assez, mais en tout cas je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et il y a un autre point aussi important où vous nous rejoignez, c'est sur la question de dépasser l'État-nation et la question des frontières. Vous dites le fait central est que l'inégalité contemporaine est fortement et puissamment structurée par le système des frontières, de nationalité et de droits sociaux et politiques qui lui est associé. Donc, ce qui m'amène à poser la question, est-ce que, il ne faudrait pas aussi remettre en cause la notion de citoyenneté dans l'État-nation qui amène à être discriminant envers certaines populations comme ce qu'on appelle les migrants ou les sans-papiers? Oui, donc moi j'essaye de développer dans le livre un horizon que j'appelle social-fédéraliste, c'est-à-dire un horizon qui assume une organisation internationaliste, fédéraliste, démocratique de la mondialisation et des relations entre pays. Ça vaut aussi bien pour les relations entre pays européens qu'entre pays européens et pays africains et au-delà au niveau mondial. L'idée générale est assez simple, c'est que la façon dont on a organisé la mondialisation, notamment entre pays européens, mais aussi quand on fait un traité entre l'Union européenne et le Canada, ou l'Union européenne et l'Amérique latine, est beaucoup trop centrée sur les questions de libre circulation des biens, des services, des capitaux. Et qu'il faut mettre d'abord au cœur des nouveaux traités de co-développement entre ces pays la question des personnes. Donc la question de la libre circulation des personnes, la question aussi des droits sociaux, du financement, par exemple des droits éducatifs qui vont avec. C'est-à-dire c'est très très bien de dire tout le monde peut aller d'un pays à l'autre, par exemple en Europe, pour accéder aux mêmes universités. Sauf que si vous n'avez pas un financement pour financer les universités en question, ça limite quand même considérablement ce droit. Et on se retrouve aujourd'hui à décréter que les étudiants extra-européens vont devoir payer des milliers d'euros, et on se retrouve à une situation complètement invraisemblable où la justice ce serait de faire payer un étudiant norvégien ou luxembourgeois 200 euros pour s'inscrire et puis un étudiant tchadien ou malien 6 000 euros pour s'inscrire à la même formation, et après on s'étonne que les étudiants, les enseignants aient un peu du mal à voir dans cette norme de justice l'avenir, un avenir désirable pour tout le monde. Donc, mais là derrière ça, je pense qu'il y a le besoin de penser la liberté de circulation et donc en particulier le droit d'aller faire des études en lien avec des financements communs. Donc concrètement, les nouveaux traités de co-développement que je décris doivent forcément inclure des éléments de fiscalité commune sur notamment les entreprises multinationales ou plus généralement les agents économiques à plus haut revenu, à plus haut patrimoine, qui bénéficient les premiers de l'intégration économique à l'intérieur de l'Europe, entre l'Europe et l'Afrique, à l'intérieur de l'Afrique. Et donc toutes ces réflexions sur des nouvelles constructions fédérales, je pense qu'elles sont importantes non seulement en Europe, où il y a parfois un très grand scepticisme sur l'idée qu'on va pouvoir changer les traités européens, reconstruire l'Europe différemment, mais je pense qu'en fait ce scepticisme est destructeur parce qu'il ne permet pas de se préparer à des crises financières, sociales, politiques qui surviennent toujours dans l'histoire, et pour que ces moments de crise puissent déboucher sur des bifurcations intéressantes et des constructions intéressantes, encore faut-il qu'il y ait eu une appropriation large des solutions auparavant, parce que sinon, ceux qui arrivent avec des projets préparés, qui sont souvent les plus conservateurs, ou ceux qui ont des intérêts financiers à défendre, imposent dans les moments de crise leurs solutions, comme on l'a vu en Europe avec le nouveau traité budgétaire en 2012, qui a conduit à l'austérité, qui a conduit à la montée du chômage, et aussi un durcissement
face aux des attitudes face aux migrants. Et donc tout ça est lié. Ce sont des enjeux aussi qui concernent de nombreuses autres parties du monde. C'est-à-dire les réflexions qu'on a actuellement en Afrique de l'Ouest pour savoir dans quelle mesure le franc CFA doit rester le franc CFA ou ne doit pas devenir le franc de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, avec une forme de fédéralisme budgétaire, fiscal, qui permet justement d'aller au-delà des impasses de la zone euro, qui a voulu tout baser sur la monnaie. Ce qui est, voilà, on ne peut pas organiser une grande communauté humaine simplement sur la discipline de marché, la concurrence libre et non faussée, la monnaie. On a besoin de mettre l'accent sur les personnes, la circulation, l'éducation, le social, la justice fiscale et environnementale. Parce que derrière tout ça, c'est évidemment aussi la seule façon de faire face aux défis du réchauffement, c'est de sortir du libre-échange sans condition qui a jusqu'ici tenu lieu d'organisation à l'Europe et à la mondialisation en général. Mais est-ce que dans votre volonté de relation, de nouvelles alliances transnationales, est-ce que l'une des étapes prioritaires n'est pas la remise en cause de la domination occidentale? Parce que si on prend l'état des lieux actuels des rapports de force, on risque de voir des alliances entre les pays riches et les pays pauvres. Et qu'on ne peut pas s'imaginer, dans l'état actuel, une relation transnationale entre un pays du Nord et un pays du Sud qui soit totalement égalitaire. Tout dépend des mobilisations aussi, y compris ici, au sein des pays du Nord, pour pousser dans telle ou telle direction. C'est-à-dire, oui, si on laisse, si on laisse les groupes les plus conservateurs ou les intérêts financiers les plus importants prendre la maîtrise, ou garder la maîtrise de l'agenda sur les traités organisant les relations entre l'Union européenne, l'Union africaine ou tel ou tel pays européen ou africain, alors oui, ça n'ira pas forcément dans la direction souhaitée. Mais je pense qu'il y a la possibilité, avec une mobilisation suffisante sur ces enjeux, de pousser pour aller dans une autre direction, mais à condition, voilà, d'accepter de rentrer dans la discussion de comment on organise ce fédéralisme démocratique, avec quel type d'assemblée. Donc moi, j'ai de longues discussions à ce sujet. C'est-à-dire qu'il faut accepter de rentrer dans cette discussion, et trop souvent, on a une espèce de scepticisme face à ces questions consistant à attendre l'effondrement final pour ensuite discuter après de ce qui pourrait suivre, qui me paraît pas être la meilleure façon d'arriver quelque part. Alors, avant de commencer la discussion, je voudrais vous poser une dernière question qui est toujours liée avec votre aspect qu'on peut juger un peu trop économiciste. Vous dites par exemple que les clivages ethno-religieux et nationaux empêchent les classes populaires des différents pays et ethnies de se rassembler. Mais ça voudrait dire que toutes les classes populaires ont pâti de cette division raciale. Est-ce que c'est forcément vrai? Est-ce qu'on n'a pas vu dans l'exemple dans l'histoire que les classes populaires blanches ont profité de cette division raciale, que c'était pas forcément quelque chose de négatif? Si on prend par exemple le cas des Irlandais, les Irlandais ils sont allés aux États-Unis, ils ont profité. C'est la division raciale qui a permis à cette classe d'avancer, non? Oui, alors les Irlandais, il y en avait quand même un tiers qui avait disparu dans la famine d'Irlande de 1845, tout ça. Donc bon, ils en ont profité, oui, pour les survivants en tout cas. Mais en attendant. Enfin, je veux dire que voilà, il y a beaucoup de groupes nationaux, sociaux ont connu des destins tragiques, divers, et puis moi je me méfie quand même. Il faut quand même faire attention. On vit dans des sociétés, en tout cas là en Europe, où on a des niveaux de mélange, d'intermariage qui sont quand même heureusement autrement plus élevés que ce qu'il y a eu par exemple entre les Noirs et les Blancs historiquement aux États-Unis à la suite de l'esclavage. Donc quand on a alors Patrick Simon connaît ça beaucoup mieux que moi, mais quand on a quand on a un tiers de mariage mixte à la première génération pour les personnes qui ont une origine nord-africaine, c'est-à-dire un tiers des personnes qui ont un parent nord-africain qui ont un autre parent qui n'est pas d'origine nord-africaine, quand on a des taux d'intermariage de ce niveau-là en une génération, au bout de 2 ou 3 ou 4 générations, les notions de blanc et de pas blanc sont quand même des notions qu'il faut quand même relativiser, et je pense qu'il faut quand même sortir, essayer de réfléchir quand même à la suite autrement. Oui, bien sûr, mais pourtant dans votre ouvrage, vous montrez aussi, et on va passer à la discussion, mais vous montrez aussi qu'il existe déjà un vote musulman en France. Et il existe aussi des différences de comportement entre les personnes issues de l'immigration extra-européenne.
Donc il y a quand même une réalité malgré ce mélange. Il y a une réalité, mais pour moi qui est principalement la conséquence justement des tentatives des forces xénophobes, identitaires, nativistes pour stigmatiser les populations d'origine extra-européenne. Mais c'est pas une raison pour tomber dans le panneau de tout voir au travers de ces catégories qui à nouveau sont très importantes pour lutter contre la question des discriminations, sur lesquelles il faut être mais beaucoup plus radical et pas simplement dans le discours. Donc avec des dispositifs institutionnels précis de vérification, de mesure de la discrimination, avec des sanctions financières, des procédures. Enfin, moi, c'est de ça dont je veux parler. Parce que le discours, c'est très bien, c'est important, mais à un moment, il faut que ça se transmette dans des institutions, dans des dispositifs collectifs d'action, de sanctions, et qui peuvent transformer les choses. Donc ça c'est tout à fait central, et moi, je serais ravi d'en parler de ça. Mais après, si on s'en tient là, ça va pas suffire pour transformer la société. Donc, moi, je vais insister quand même, parce que ce que vous appelez l'économicisme, c'est exactement ça qui fait qu'un mouvement comme le mouvement des Dalits en Inde, d'Ambedkar, a refusé dans les années 50-60 de prendre au sérieux la question de la réforme agraire, de la redistribution de la propriété, du salaire minimum, de plein d'enjeux, au motif que ça n'allait pas résoudre spécifiquement le problème des Dalits par rapport aux pauvres non-dalits. Et ça les a empêchés historiquement d'accomplir complètement leur mission historique. Donc je veux dire, je veux pas aller trop loin dans ce parallèle, mais en même temps, je pense qu'il faut faire attention de ne pas se faire dicter complètement l'agenda par finalement ceux qui veulent mettre tout le monde dans les mêmes boîtes indéfiniment. Je pense qu'on va en parler un peu plus maintenant. On va notamment aborder la question des quotas, des statistiques ethniques. Donc je vais accueillir tout d'abord Patrick Simon et Félix Bojoué-Wanjiepé qui vient d'arriver. Venez. Bonjour. Donc, bonjour. Et Patrick Simon. Les micros sont là. Donc, Félix Bojoué-Wanjiepé, philosophe, cofondateur de la revue Période, membre du comité de rédaction de la revue Contretemps, auteur de plusieurs écrits autour de la relation entre marxisme, colonialisme et race, et co-directeur de l'ouvrage Race et capitalisme aux éditions Sileps, paru en 2012, et Patrick Simon, directeur de recherche à l'INED, spécialiste des questions de la sociodémographie des minorités, de la discrimination raciale, de la division sociale et ethnique de l'espace, et co-auteur notamment de Trajectoire et Origine, enquête sur la diversité des populations en France, paru à l'INED en 2015. Donc on va commencer par vous, Patrick Simon. Vous vouliez parler d'abord spécifiquement du rôle de la traite transatlantique et de l'exploitation coloniale dans le développement du capitalisme et de l'accumulation du primitif, c'est bien ça? Oui, en même temps, on était en train de parler d'autres choses. Donc on va parler. On va faire le lien alors. On va parler de ça. Moi, je peux pas revenir là-dessus parce que vous avez pas mal parlé avec Thomas de la dimension des réparations liées à l'esclavage et de toute la dimension que ça occupe dans les débats actuels. Mais il y a une dimension aussi qui est très traitée dans l'histoire économique et qui commence à prendre de l'ampleur. Qui est le rôle de la traite atlantique dans la constitution en fait du capitalisme, c'est-à-dire en fait les richesses dans l'accumulation primitive au moment de ce qu'a représenté en fait financièrement les fortunes qui ont été constituées par la vente d'esclaves tout simplement. Donc ce triangle de la traite atlantique, ça a moins d'incidence si on essaie de reconnaître le rôle que ça a eu dans le décollage économique du capitalisme du point de vue du débat actuel que celui sur les réparations, puisque la question c'est moins de dire on doit quelque chose à des populations qui ont été mises en esclavage, plutôt que de dire finalement le décollage et la supériorité des pays occidentaux aujourd'hui, elle est liée à sa capacité à avoir asservi et utilisé en fait plus que les ressources de matières premières, mais carrément les populations en fait d'un continent entier. Et il me semble que ce qui est intéressant dans cette discussion, ce qui permettrait de revenir aussi sur les justifications des espèces d'échelles de civilisation. On a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui qui essaient de comprendre comment ça se fait finalement que les Européens aient réussi à ce point-là, là où les autres sont restés collés dans des formes de développement économique et culturel assez différents. Et on laisse toujours de côté ces niveaux d'interdépendance qui sont
historiquement créés par ce niveau d'esclavage. Je ne sais pas comment, dans l'ouvrage, c'est pas complètement absent, mais c'est pas vraiment thématisé sous cet angle-là. Et je ne sais pas si d'un point de vue économique, il y a des travaux qui essayent de calculer, en fait, de mesurer quel rôle a joué la traite atlantique dans la construction de la richesse avant le décollage de la révolution industrielle. Bah, moi, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, mais en appuyant sur beaucoup de travaux faits par d'autres, et je crois que maintenant c'est presque consensuel, c'est que le décollage de l'Europe, c'est d'abord appuyé sur une puissance militaire, enfin sur une capacité militaire extractive permettant d'asservir le reste du monde, quoi, pour résumer. Et donc on le voit très bien si on compare la capacité militaire des États européens par rapport à l'État ottoman ou l'État chinois ou d'États d'autres parties du monde qui vers 1400-1500 avaient des niveaux de mobilisation de recettes fiscales et de forces militaires, de nombre de soldats, qui étaient comparables. Et puis il y a un décalage qui se fait très rapidement au cours du 15e, 16e, surtout 17e, 18e siècle, en partie sans doute du fait de la concurrence entre puissances européennes, c'est-à-dire les puissances européennes se font la guerre en permanence, ce qui en soi n'est pas forcément une très bonne chose pour le développement à long terme, mais leur permet, ce faisant, de mobiliser des administrations fiscales, des capacités militaires, des administrations financières, qui ensuite vont leur permettre de dominer le reste du monde militairement et de l'asservir avec des constructions idéologiques permettant de justifier cette mission civilisatrice, etc., etc. Mais enfin, pour finir, il y a quand même une capacité étatique et militaire qui a conduit à ça. Donc c'est pas voilà, des découvertes scientifiques ou des institutions extrêmement vertueuses. C'est plutôt, enfin, c'est vraiment la capacité de domination militaire, enfin, telle que je vois ce processus qui a finalement conduit à ce système d'extraction coloniale qui, alors de façon très claire, est au fondement de l'industrialisation moderne. C'est-à-dire que les trois quarts du coton utilisé dans l'industrie textile européenne à la veille de la guerre civile américaine viennent du sud des États-Unis. Donc s'il n'y avait pas eu les plantations du sud des États-Unis, après on peut imaginer plein de choses. C'est-à-dire, on peut imaginer sans esclavage une autre histoire complètement différente où le coton aurait été produit avec des travailleurs libres, migrants libres, avec un autre statut du travail pour passer l'Atlantique. Enfin, tout est possible, évidemment, avec d'autres rapports de force, d'autres constructions politiques, d'autres puissances étatiques africaines, européennes. Enfin, il y aurait pu avoir une autre industrialisation. Mais il se trouve que celle qui a vraiment eu lieu, elle s'est faite comme ça. Et elle ne s'est pas faite autrement. Et ça, maintenant, je dirais, l'histoire, elle est écrite. Il n'y a pas vraiment de... C'est difficile d'inventer une autre histoire parce que c'est celle-là qui a eu lieu. Et la façon dont les puissances européennes ont asservi le reste du monde, bon, les guerres de l'opium en Chine, c'est vraiment les Européens sont des trafiquants de drogue qui n'ont rien à vendre à la Chine, alors que la Chine a de la soie, du textile. Ils ont tellement rien à vendre à la Chine après avoir transféré l'or et l'argent qu'ils avaient trouvé en Amérique latine pendant plusieurs siècles. Il leur reste plus rien à vendre et donc ils vont se mettre à exploiter de l'opium en Inde, l'exporter en Chine. L'empereur de Chine, même si c'est un État assez faible, finit par dire bon, quand même, l'opium à grande échelle sur mon territoire, c'est pas super, donc je vais l'interdire. Et la flotte britannique et la flotte française agressent la Chine au nom que la liberté du commerce a été bafouée puisqu'on peut plus vendre tranquillement d'opium. Et après ça, on impose une dette publique à la Chine, donc de la même façon qu'on impose une dette publique à Haïti pour avoir voulu être libre, on impose une dette publique à la Chine qui n'a pas voulu nous laisser vendre de l'opium. Et c'est comme ça que les choses se mettent en place. Donc oui, ça me paraît assez bien documenté, mais je fais un effort dans le livre pour le reprendre quand même depuis le début et d'essayer de quantifier ces effets-là. Et oui, c'est ça l'histoire de la domination de l'Europe, il n'y a pas de doute. Si je peux reprendre... La partie militaire est moins présente dans la question du commerce triangulaire, qui n'est pas tout à fait appuyée sur une question de conquête des territoires, qui est plutôt une façon d'utiliser
la main-d'œuvre qui est vendue en fait par des échanges relativement non contraints dans ce point-là, pour construire des grandes fortunes. Et ces grandes fortunes, en fait, la question c'est comment les grandes fortunes servent à en fait nourrir l'appareil productif européen à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent qui est constitué par la traite elle-même, pas la production qui est faite dans les plantations, pas tout ce qui est fait après dans les territoires qui reçoivent la main-d'œuvre esclave, mais la traite elle-même, les grandes fortunes des ports Bordeaux, Nantes, Liverpool et ailleurs, sont des fortunes qui ensuite constituent en fait un commerce qui va faire le décollage proprement particulier en fait du capitalisme européen. Et ça, voilà, il me semble qu'il y a là une lacune dans la théorie économique de voir quelle est la part propre de cette main-d'œuvre qui a été vendue dans l'alimentation des disponibilités économiques. Alors ça, les deux ouvrages sur le Royaume-Uni que je citais tout à l'heure et que je cite assez longuement dans le livre sont vraiment exactement là-dessus. C'est-à-dire qu'ils regardent exactement comment finalement les fortunes britanniques au XIXe siècle s'appuient sur les profits de la traite et puis ensuite les indemnités données aux anciens propriétaires d'esclaves, et ils en font l'histoire au cours du XIXe siècle, et ça a été plus étudié au Royaume-Uni qu'en France d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est récent, parce que là les livres au Royaume-Uni que je cite, c'est la mise en ligne de cette base de données, c'était en 2011, ça a fait beaucoup de scandales au Royaume-Uni en 2011. Et on l'a pas encore fait, ça n'a pas été fait autant en France, mais ça va finir par l'être, j'espère. Vas-y, Félix. Moi, la question que j'avais envie de poser en fait par rapport à cette question des inégalités globales, c'est finalement le statut des salaires et du chômage dans les pays du Sud global par rapport à la notion de monnaie, en fait, du fait que certaines monnaies vont dominer les échanges à l'échelle globale. C'est-à-dire que, pour essayer de m'expliquer, à partir du moment où il y a des monnaies mondiales, c'est-à-dire par exemple le dollar aujourd'hui, c'est-à-dire les monnaies qui en fait sont des monnaies de réserve, des monnaies qui sont en fait une sorte d'équivalent général pour les autres systèmes, les différents systèmes monétaires, il se trouve que d'une certaine façon, à partir du moment où si l'ensemble des salaires mondiaux, qu'on peut exprimer en dollars et qui sont, enfin, on peut définir la valeur de la monnaie comme à partir en fait de ce que vaut une heure de travail, en fait. C'est-à-dire qu'une heure de salaire de base, en fait, ça peut être une façon de définir la valeur de la monnaie dans un pays donné, dans un moment historique donné. Et moi, ce que je trouve intéressant chez certains chercheurs, notamment il y a un chercheur indien qui s'appelle Prabhat Patnaik, qui montre qu'en fait, qu'à partir du moment où il y a des matières premières qu'on va extraire dans des pays qui ne sont pas des pays occidentaux, qui sont des pays du Sud, et qui font partie en revanche du panier de biens de tous les salariés, l'ensemble des travailleurs à l'échelle mondiale, hein, et qui, voilà, dont on parlait tout à l'heure, hein, par exemple le coton, ces différentes matières premières, en fait, les salaires en fait, qu'on va rétribuer pour les extraire, ça va être une sorte de plancher. Ça va être une sorte de plancher en fait pour la valeur de l'ensemble des biens, des marchandises, et du coup aussi pour la valeur de la monnaie considérée. Alors c'est un mécanisme un peu complexe, mais ce qui est intéressant dans cette perspective, c'est que ça permet d'envisager par exemple la domination du dollar aujourd'hui, mais à d'autres époques aussi, mais notamment aujourd'hui, et encore plus à l'heure où les marchandises sont produites avec des chaînes globales de valeur, c'est-à-dire qu'on va produire un iPhone avec une interconnexion en fait des processus productifs qui est beaucoup plus importante qu'auparavant. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que la domination du coup d'une monnaie mondiale comme le dollar peut impliquer un intérêt notamment d'une puissance hégémonique qui est donc les États-Unis, dans le fait de déprimer les salaires dans les pays du Sud. C'est-à-dire que vu que c'est le plancher de la valeur du dollar, il y aurait du coup une sorte d'intérêt à maintenir par des moyens, des enjeux de puissance, hein, des politiques d'ajustement structurel, un maintien d'une réserve de chômage, notamment pour déprimer les salaires des pays du Sud. Et je voulais savoir si ça rentrait quelque part dans votre réflexion, cette idée que dans l'architecture financière actuelle,
mondiale, il y a cet enjeu d'une espèce de poche de chômage massive dans les pays du Sud qui permettent de stabiliser finalement tous les échanges financiers et monétaires et du coup la question des taux de change, la question et voilà, et je voulais savoir si ça faisait écho à certains de vos... Oui, tout à fait. Je pense que la question du régime monétaire est fondamentale. Donc il y a le dollar, l'euro, le yuan en Chine, mais il y a d'autres espaces monétaires régionaux qui, je pense, à l'avenir vont jouer un rôle très important et qui vont se structurer, se restructurer, et même dans des zones qui sont actuellement dominées dans l'organisation économique mondiale, on pourrait organiser le régime monétaire différemment. Donc tout à l'heure, j'évoquais la question de la zone CFA. Il y a beaucoup de réflexions actuellement. J'ai débatté tout récemment avec Kako Nabuko, qui est un économiste togolais qui a beaucoup écrit sur la réorganisation de la zone CFA. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il va dire, bon, la solution, c'est pas... Voilà, il faut transformer complètement la logique du franc CFA qui est complètement issue d'une logique coloniale avec une utilisation des réserves au ministère des Finances français à Bercy, enfin une gouvernance qui est à peine sortie de la période coloniale. Mais pour autant, on n'a pas envie que le Togo se retrouve avec sa monnaie, la Côte d'Ivoire se retrouve avec sa monnaie et chacun ballotté face au dollar et face aux multinationales. Et donc le but, c'est de construire un régime monétaire, en l'occurrence, qui permettent d'avoir un projet pour la région. Et donc, actuellement, le projet du franc CFA, en gros, c'est de permettre à ceux qui ont l'argent de pouvoir transférer leur argent à Paris très facilement. Enfin, je caricature, mais disons, c'est un système qui est très intéressant. C'est basé sur une libre circulation des capitaux, sans aucun contrôle de qui possède quoi où, très peu d'inflation. Bon, c'est très bien pour ceux qui ont du bien et qui veulent pouvoir le faire passer entre les deux zones et qui voyagent entre les deux zones. Maintenant, pour la jeunesse d'Afrique de l'Ouest et puis pour le développement en général de l'Afrique de l'Ouest, on a sans doute besoin de beaucoup plus d'investissements et donc peut-être aussi d'avoir un peu plus d'inflation que 1%, 2%, enfin sans aller trop loin. On a besoin de mettre la monnaie au service d'un projet de développement. Quand on a une jeunesse aussi importante, il y a un besoin d'infrastructures, d'éducation. Et puis aussi, après, ça peut permettre d'utiliser la monnaie en fonction d'objectifs commerciaux, de questions de parité des échanges, d'équilibre d'échanges, de parité salariale. Et moi, je veux être optimiste. Disons, je pense qu'il y a des constructions, en l'occurrence fédérales, africaines, ouest-africaines, ou à un niveau plus général, qui peuvent... dont personne ne sait ce qu'elles vont être dans les dizaines d'années qui viennent. Et là, moi, je finissais cet après-midi le roman de Leonora Miano, Rouge impératrice, où elle imagine l'Afrique en 2124 avec une fédération, le Katiopa, qui fonctionne relativement bien, et puis des réfugiés européens qui errent plus ou moins sur le territoire africain. Et bon, il y a des éléments d'ailleurs sur les étapes qui ont conduit à cette évolution à partir de l'Afrique de l'Ouest et le Maroc qui demande de rejoindre la CEDEAO, qui est d'ailleurs des choses qu'on observe actuellement. Bon, il y a toute une réflexion sur le régime monétaire, mais plus généralement sur le fédéralisme économique et démocratique, dont on n'a pas fait le tour et qui va continuer et qui, je pense, est absolument central pour avoir un système économique mondial plus égalitaire. Je voulais réagir sur cette question du fédéralisme, parce que c'est vrai que c'est souvent le levier que vous mettez en avant, parce qu'effectivement dans une configuration idéale dans laquelle chacun se réfléchit à quels sont les intérêts communs et universels et les intérêts de justice idéaux, ça serait la meilleure solution probablement. Néanmoins, moi je mettais en avant en fait j'ai commencé avec cette histoire un peu technique de la monnaie mondiale, précisément parce que, à mon sens, il faut aussi envisager peut-être des scénarios un peu moins iréniques, ou dans lesquels finalement il faut envisager à mon sens des conflits d'intérêts, alors pas forcément entre les classes populaires des différentes strates du prolétariat mondial, mais ne serait-ce qu'entre les élites, d'ailleurs pas seulement forcément du Nord, mais parce que les élites sont mondialisées, mais en tout cas entre les élites de ce système dont on parle depuis le début, et puis d'autre part y compris des projets nationaux du Sud qui, pour le coup, sont confrontés à ces contraintes de dette, ces contraintes de plans d'ajustement structurel. Et on voit très bien que depuis la crise de 2008, les doctrines de ce point de vue, y compris après le consensus de Washington, etc., ça n'a pas
profondément changé. La doctrine de ce qu'on doit appliquer dans des pays du Sud, comme l'option du privé, l'option de la libéralisation. Pour moi, ça va dans le sens de favoriser ces élites globales, mais qui en particulier attirent quand même les richesses vers le nord, parce que même si quand on parle de multinationales, il y a quand même un drain de richesses énormes du Sud vers le nord. Donc il y a cet enjeu, à mon sens, parallèlement à cette idée du fédéralisme, il faut, à mon sens, est-ce qu'on ne peut pas poser la question de la pertinence, dans certaines configurations historiques, de formes de déconnexion. Au contraire, qu'est-ce que ça voudrait dire d'envisager des formes pour certains pays du Sud, ou des coalitions de pays du Sud, de se déconnecter des échanges financiers, des échanges commerciaux. Ça, c'est ce que peut décider la fédération en question. Mais simplement, c'est plus facile quand vous êtes la Fédération d'Afrique de l'Ouest de le faire que quand vous êtes le Togo. C'est tout ce que je veux dire. On est d'accord. Mais effectivement, je n'ai pas dit que la Fédération d'Afrique de l'Ouest, après, devrait rester dans le même régime de libre-échange et de libre circulation des capitaux que ce qu'il y a actuellement. Je pense qu'il y a un système de libre circulation des capitaux en particulier qui pour moi, moi je le dis clairement dans le livre, doit être remise en cause, y compris unilatéralement. C'est-à-dire qu'en particulier au niveau européen, l'idée qu'il faut attendre l'unanimité pour mettre fin à la règle de l'unanimité me semble peu pertinente et peu convaincante. C'est-à-dire, je pense que voilà, il y a des erreurs qui ont été faites, mais c'est aussi le cas parce que ça a inspiré malheureusement le régime de libre circulation des capitaux au niveau mondial, en particulier entre l'Afrique et l'Europe. C'est devenu la norme, mais on a construit une norme qui consiste en gros à construire un droit quasi sacré de pouvoir s'enrichir en utilisant les infrastructures d'un pays, le système éducatif d'un pays, puis après vous avez juste à appuyer sur un bouton, vous transférez les richesses accumulées ailleurs, et plus personne ne peut suivre votre trace, et plus personne ne sait qui possède quoi où. Et après ça, 30 ans plus tard, on dit c'est ballot, on ne sait plus qui possède quoi où, on ne va pas pouvoir imposer, réguler les forces économiques en question, on va être obligé de refaire tomber l'effort sur les classes populaires, les classes moyennes, et on s'étonne que les gens n'aiment pas beaucoup cette mondialisation-là, alors qu'on l'a organisée pour ça, c'est-à-dire qu'on a tout le truc a été organisé. Et donc là, il y a besoin d'une remise en cause. Et pour revenir à Léonora Miano, dans sa fédération, le Catiopa, d'abord, elle ne s'est pas construite avec des échanges sympathiques au café La Colonie, quoi. Elle s'est construite avec des guerres, avec des crises. Enfin, c'est très violent, le processus qui mène à sa construction fédérale. Et puis, à la fin des fins, sa fédération, elle décide de ne plus avoir d'échanges financiers et commerciaux avec les autres parties du monde, qui elles-mêmes sont un peu dévastées aussi dans son histoire. Hein. Mais bon, c'est pour dire que moi, j'ai pas une vision idyllique ou tout ça, voilà, on va avoir une discussion sympathique dans un café le dimanche soir et hop, tout ça va se mettre en place le lendemain matin. J'anticipe pas ça particulièrement comme ça. Il y a aussi une question que vous vouliez soulever, Patrick Simon, c'était sur le social-nativisme, c'est-à-dire un peu ce mélange entre des politiques sociales plutôt redistributrices et un discours d'extrême droite anti-immigré. Et vous voulez en parler aussi avec l'émergence des minorités qui sont appelées à être, dans le temps long, majoritaires. Voilà, ça boucle un peu la fin de la discussion de votre entretien à deux. Là, donc l'expression social-nativisme est très présente dans le livre. Hein, ça décrit ces régimes en tout cas ces forces politiques qui montent dans pas mal de pays européens, mais qui sont aussi présentes. Enfin, on peut décrire évidemment Trump comme un social-nativiste, ou le Brésil et l'Inde avec Modi. Donc, moi, ce que je m'interrogeais, c'est d'une part la définition étroite du nativisme dans ce cas-là. Est-ce que c'est... parce que nativisme, l'expression a été forgée dans le cas américain à la fin du 19e, début 20e siècle, pour décrire un mouvement politique qui rompait avec l'idée des États-Unis comme pays d'immigration et mettait en avant le droit supérieur de ceux qui étaient là, donc en fait les détenteurs de la terre, hormis les American Indians qui n'existaient pas évidemment dans leur cas. Pourtant les Noirs aussi. Et hormis les Noirs, évidemment, oui, mais alors là, on n'en parle même pas. Et donc, ces Blancs qui étaient issus de l'immigration près 1880, disons, face à tous ces nouveaux migrants d'Europe du Sud, Irlandais, et puis d'Europe de l'Est, qui étaient le sous-prolétariat qui allait transformer. Bon, bref. Donc ça, c'était le mouvement du nativisme. Mais il y avait vraiment un clivage qui était lié à une sorte d'antériorité de présence. Alors, dans le cas du social-nativisme maintenant, dans les pays européens et ailleurs, il y a quand même une dimension raciale qui était présente aussi aux États-Unis, puisqu'on l'a évoqué, mais qui est encore plus thématisée d'une certaine façon. Et là, je ne suis pas complètement certain de
savoir comment ça se boucle dans l'analyse que tu peux en faire. Et notamment, ça amène à la deuxième question qui renvoie à ce débat qu'il y avait eu autour des discriminations. C'est est-ce que la question des discriminations, c'est une question relativement autonome qui a sa propre logique et son enjeu, ou est-ce que ça permet de comprendre également la formation des inégalités de façon plus large ? Auquel cas, la question des discriminations ethno-raciales, c'est la formation d'une stratification mais vraiment disons, traversante dans l'ensemble des sociétés d'Europe et occidentales en général. Ce qui veut dire que, compte tenu de la taille maintenant des populations minoritaires racisées, ça construit ou ça décrit un état de l'économie et des formes de mobilité sociale qui sont possibles dans ces sociétés. Auquel cas, c'est plus tellement une question qui peut être isolée, mais c'est une question qui doit être prise dans l'analyse économique en général. C'est-à-dire qu'elle forme les marchés du logement, de l'emploi, et donc elle n'est pas dissociable en fait de toutes les formes de réflexion que tu as sur les redistributions, sur la gestion des inégalités. Et donc là, si on pense ça, quel statut donner à ce social-nativisme comme une force en fait de préservation de ce système hiérarchique qui a été construit et quelle solution, du coup, dans les termes de l'universalisme que tu as évoqué à un moment comme étant plus large que celle de la seule question des agendas liés aux discriminations ethno-raciales? Alors, quand je parle de social-nativisme dans le livre, le terme plus exact pour décrire l'ensemble des mouvements que je décris serait plutôt le social-différentialisme. C'est-à-dire, c'est pour décrire des idéologies qui, à la fois, sont violemment différentialistes dans le sens où elles différencient une partie de la population. Donc elles considèrent qu'elles sont légitimes à occuper le territoire en question, et une autre partie de la population dont elles considèrent qu'elles ont soit vocation à en partir, soit à jouer un rôle fondamentalement subalterne. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une différenciation très forte, radicale entre plusieurs groupes correspondant à des origines supposées différentes, ou à des origines raciales ou ethno-religieuses. Enfin, après, ça peut prendre des formes très très différentes, évidemment, suivant l'espace politique considéré. Et social différentialiste dans le sens où l'idéologie en question, en même temps, aime se présenter comme plus sociale ou égalitaire à l'intérieur de la population majoritaire, en tout cas de la population jugée légitime. Et moi, j'insiste, quand j'essaie d'analyser l'évolution des différentes formes de social-nativisme ou social-différentialisme en Europe actuellement, sur le précédent états-unien, qui je trouve est quand même important, parce que donc, le Parti démocrate américain, d'une certaine façon, c'est un social-nativisme qui a réussi, ou un social-différentialisme qui a réussi, dans le sens où il était profondément différentialiste, ségrégationniste. Enfin, c'est le parti de l'esclavage. C'est vraiment le parti qui théorisait l'esclavage comme une forme d'organisation supérieure à celle du nord des États-Unis, et insistait d'ailleurs déjà avant la fin de l'esclavage, les responsables du Parti démocrate insistaient sur le fait que finalement les capitalistes du nord, ils veulent libérer les esclaves, c'est pas par grandeur d'âme, c'est simplement pour en faire des prolétaires comme les autres, alors que finalement les propriétaires d'esclaves, au moins ils s'occupent finalement plutôt mieux des vieux esclaves que des capitalistes qui laisseraient à la rue un ouvrier devenu trop vieux pour produire et le laisserait crever comme un chien, et que finalement un propriétaire d'esclaves par rapport à ça avait finalement presque une vision sociale supérieure. Enfin, cette idéologie du Parti démocrate américain s'exprime très fortement avant la guerre civile, et ce qui est intéressant, c'est voir comment après la guerre civile, quand l'esclavage a disparu, cette idéologie continue de se transformer pour devenir finalement celle qui va donner lieu au Parti démocrate du New Deal et de Roosevelt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discontinuité majeure dans cette histoire. Et c'est ça qui est très perturbant. C'est-à-dire que, vu d'Europe, on aime bien, on a toujours du problème avec cette histoire, parce qu'on se dit, mais comment ça se fait que le Parti de l'esclavage est devenu le Parti du New Deal, puis après le Parti des droits civiques? En fait, c'est vraiment le même parti qui, par petites touches, l'est devenu, et en insistant après la guerre civile sur le fait que, voilà, il y a cette ségrégation très stricte vis-à-vis des Noirs, mais on essaye d'intégrer les Irlandais, les Italiens, mieux que les républicains et les élites industrielles du Parti républicain, qui, eux, se contrefoutent des pauvres Irlandais et des pauvres Italiens. Et donc, il y a cette dimension sociale à l'intérieur de la population blanche. Et finalement, bon, la crise des années 30 aussi va conduire à développer des politiques pour réduire le chômage, des politiques de grands travaux qui, de fait, vont créer comme une communauté d'intérêt
entre les populations pauvres, blanches et noires, parce que lorsque vous faites des grands travaux pour relever le niveau de l'emploi, lorsque vous faites une assurance chômage, elle va bénéficier aux deux. Et donc là, à ce moment-là, vous avez quand même un rapprochement sur le Parti démocrate, notamment dans le nord des États-Unis, des électorats noirs. Et puis finalement, il y a le passage ultime des années 60, où là, le Parti démocrate décide de prendre la cause des droits civiques, forcé par les militants, parce que c'est pas Johnson, Kennedy, comme ça, par grandeur d'âme, qui ont décidé de changer leur fusil d'épaule. C'est parce qu'il y avait des militants sur le terrain qui ont imposé cet agenda. Et à ce moment-là, le parti... Donc, quelle leçon pour l'Europe de tout ça? Moi, je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention. Pour moi, le scénario un peu catastrophe pour l'Europe, mais qui peut arriver, c'est d'avoir des forces sociales nativistes, Salvini ou là, en Pologne, le parti au pouvoir, très très anti-migrant, et en même temps il est moins pro-business que le parti qui était auparavant au pouvoir, qui a donné le président du Conseil européen sortant, et finalement il arrive de façon crédible à rassembler un électorat populaire, en tout cas plus populaire en Pologne que le parti pro-business au pouvoir à présent, et c'est comme ça qu'il est réélu, et donc il arrive à mêler un discours violemment anti-migrants et un discours plus social qui est par rapport à des groupes sociaux qui ont été objectivement abandonnés en partie par les groupes précédents. Bon, j'espère que Salvini ne va pas réussir la même opération en Italie à un moment ou à un autre. En France, on en est encore un peu loin, mais bon, je pense qu'il y a ce type de combinaison idéologique qui a fini par se transformer en quelque chose de plus positif aux États-Unis, mais enfin après un siècle de violence inouïe dans le sud des États-Unis. Donc voilà, moi c'est aussi une façon d'alerter sur ce type de trajectoire. Et alors les solutions, je pense, c'est de créer des communautés d'intérêt entre des groupes d'origine différentes. Donc, et c'est là, au-delà de la lutte contre les discriminations, il y a des communautés d'intérêt entre classes populaires de différentes origines sur la question de l'investissement dans l'éducation, sur la question de la redistribution de la propriété. Enfin, il y a des communautés d'intérêt qui existent, qui d'ailleurs, vous citiez l'exemple de l'Inde, c'est intéressant qu'en Inde, le parti justement de Modi n'est pas vraiment social-nativiste dans le sens où il est à la fois anti-musulman et anti-basse-caste hindou. C'est-à-dire que finalement, pour le coup, dans le contexte indien, les classes populaires musulmanes et les classes populaires non musulmanes, donc la population hindoue majoritaire non musulmane, votent pour les mêmes partis. Ce qui n'est pas le cas toujours, malheureusement, en Europe et aux États-Unis, en partie parce qu'il y a eu des outils de mobilisation, notamment avec les politiques de quotas, pour le coup. Ce qui a vraiment bouleversé la scène politique indienne, c'est quand, à partir des années 80-90, on étend le système de quotas qui avant s'appliquait uniquement aux basses castes hindous discriminés, les Dalits, aux musulmans et aux castes moyennes hindoues. Et là, ça crée une communauté d'intérêt aussi à défendre finalement un système auquel vont s'opposer les classes plus privilégiées et les hautes castes hindoues, alors qui malheureusement arrivent à jouer là sur le clivage autour de l'islam, avec les attentats qui ont eu lieu au Cachemire là en janvier, ont sans doute fait basculer l'élection. C'est-à-dire que sans ces attentats, les sondages précédents donnaient plutôt Modi perdant, et c'est vrai que ça lui a permis de cliver sur l'islam d'une façon malheureusement qui lui a permis de conserver le pouvoir. Mais la structure de l'affrontement est quand même assez différente. Parce qu'il y a des politiques qui ont créé quand même une forme d'intérêt commun entre classes populaires issues d'identités ethno-religieuses différentes. Et c'est cet intérêt commun qu'il faut créer au-delà des politiques antidiscriminatoires. Sur le cas états-unien, à mon sens, ce qui explique aussi cette transformation du Parti démocrate, c'est aussi l'anticommunisme et la guerre froide. C'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a... notamment parce que, on l'oublie un peu, parce que le communisme américain a une histoire qui a été complètement effacée, écrasée, y compris par des moyens légaux aux États-Unis, judiciaires. Ça a été une politique déterminée et systématique. Mais le communisme états-unien était extrêmement ancré dans les communautés afro-américaine du Sud, c'est-à-dire que le syndicalisme des métayers dans le monde rural, etc., a été surtout à une époque où en plus les syndicats, les principaux syndicats américains étaient fermés aux Noirs, ça a été
c'est les communistes qui ont et d'ailleurs le Parti communiste américain était en partie une des composantes principales qui l'a fondé. En fait c'est une formation nationaliste noire qui est issue de Marcus Garvey, qui est un des groupes fondateurs du Parti communiste américain. Donc il y a aussi dans ce tournant du New Deal, en fait, ce qu'on peut observer, c'est aussi une tentative déjà d'endiguement du communisme, alors même que, par ailleurs, les politiques du New Deal étaient déjà aussi, il y a des autres historiens qui ont travaillé là-dessus, je crois que c'est Ira Katznelson qui avait montré que le New Deal avait été quand même, dans son architecture, conçu pour favoriser plutôt les classes populaires blanches. Donc il y a quand même le salaire minimum fédéral exclut complètement le secteur agricole voilà, et des plantations dans les ça. années 30 et sera étendu dans les années 60 au secteur agricole. Voilà. Et c'est pas par hasard. Mais je suis tout à fait d'accord sur le rôle de la guerre froide et du communisme en général. C'est-à-dire que si finalement les démocrates dans les années 60 finissent par accepter de changer d'attitude sur la question de l'égalité raciale, c'est parce que dans le contexte de concurrence morale pour le leadership, disons, mondial, être ouvertement raciste et ségrégationniste dans les années 60, ça devient quand même très, très coûteux. C'est-à-dire que il y a le risque que tout le monde bascule du côté communiste, que les pays africains nouvellement indépendants s'éloignent complètement. Et le mouvement des droits civiques. Et le mouvement des droits civiques lui impose cet agenda. C'est-à-dire qu'il fallait c'est-à-dire qu'il y a aussi l'enjeu de éviter que le mouvement des droits civiques bascule du côté du communisme, qui était... Dans le nationalisme noir, c'était déjà quasiment fait avec les dialogues entre Malcolm. À l'inverse, la chute du communisme, évidemment, a contribué profondément au mouvement de redécollage des inégalités en général depuis les années 90, et puis de sacralisation du marché, de la propriété, des inégalités, y compris dans leur dimension raciale et dans les dimensions internationales. Mais ce tournant du Parti démocrate, ça n'est pas parvenu tout de même à créer des intérêts communs entre les classes populaires blanches et noires. Vous montrez d'ailleurs tout d'abord, vous montrez que c'est une stat hallucinante, que les blancs n'ont voté qu'une fois en majorité pour le Parti démocrate, c'est-à-dire que s'il n'y avait que des blancs, le Parti démocrate n'aurait jamais été élu. Et donc c'est surtout les latinos et les noirs qui votent pour le Parti démocrate, et que les classes populaires blanches votent plus pour le Parti républicain, et surtout lors de ces dernières années. Donc... Oui, non, l'expérience états-unienne est effectivement doublement déprimante, disons, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'à la fois, le Parti démocrate, pendant un siècle, alors qu'il construisait une idéologie sociale au sein de la population majoritaire, a laissé se déchaîner une violence post-esclavagiste contre la population noire, le Ku Klux Klan, une ségrégation extrêmement violente. Et on attend les années 60 pour que finalement il y ait ce basculement. Mais à partir du moment où il y a ce basculement, les électeurs noirs la basculent à 90% sur le Parti démocrate, alors qu'ils votaient entièrement républicains après la guerre civile. Ils n'allaient pas voter pour le parti esclavagiste. Donc il y a des gouverneurs républicains en Louisiane qui sont élus par les voix noires en 1960 dans les quelques élections qui se déroulent avant la privation du droit de vote pour les noirs, qui se met en place très vite quand les blancs reprennent le contrôle de la situation. Mais en tout cas, dans les années 60, l'électorat noir bascule sur le Parti démocrate, et à ce moment-là, le Parti républicain se met à capter progressivement les voix de l'électorat raciste, pour résumer. Disons, c'est-à-dire que Nixon, dès l'élection de 68-72, se met à tenir un discours sans ambiguïté sur le fait que la déségrégation, ça commence à bien faire, et que les programmes sociaux, tout ça, c'est pour le bénéfice des Noirs, etc., etc. Reagan, en 80, a tous ces fameux discours sur la welfare queen, la reine de la sécurité sociale, dont tout le monde sait bien que c'est une femme noire, célibataire, touchant trop d'allocations. Et donc, ce discours joue un rôle. Et avec Trump, c'est évidemment la phase un peu, le durcissement de ce discours, en partie du fait de l'échec du reaganisme. C'est-à-dire que le reaganisme misait quand même plus sur le libéralisme économique que sur le durcissement identitaire. Bon, il n'était pas tendre avec les minorités, mais par rapport à Trump, c'était plus doux, disons. Enfin, en tout cas, ça misait plus sur la promesse que le libéralisme économique allait apporter la dynamisation de la croissance, des revenus et des salaires. Sauf que 30 ans plus tard, la dynamisation de la croissance n'a pas eu lieu. Une bonne partie de la population américaine s'est sentie abandonnée par la mondialisation. Et donc, Trump arrive avec ce durcissement identitaire en disant, en fait, c'est de la faute des Mexicains, des Chinois, des migrants, des basanés de toutes sortes qui mangent le travail de l'Amérique blanche et qui nous volent le fruit de notre labeur. Et donc là, c'est l'incapacité le Parti démocrate a su, un moment, disons, entre les années 30, les années 60, créer, à la suite d'un choc extrêmement violent qui est la crise
des années 30, la crise financière des années 30, créer un agenda de politique qui a permis de façon très provisoire d'unifier des groupes populaires, mais de façon effectivement très transitoire. Et là, c'est l'incapacité de cette construction politique. Bon, maintenant, il y a des débats aujourd'hui à l'intérieur du parti démocrate qui peuvent permettre de récupérer un électorat blanc populaire qui a été complètement perdu. En partie parce que les démocrates dits centristes du type Hillary Clinton ont mené une politique vis-à-vis du secteur financier, vis-à-vis de la banque et vis-à-vis des hauts revenus américains qui finalement devenaient complètement équivalentes, voire encore plus favorables aux groupes favorisés que le Parti républicain. Donc là je pense que c'est pas, les choses ne sont pas figées, hein, les choses ne sont pas complètement figées, mais en même temps on voit dans l'exemple américain les difficultés de faire tenir ensemble les classes populaires blanches et noires dans un électorat. C'est vrai que le cas américain, de ce point de vue-là, est le cas... Bon, mais il faut voir d'où on vient. C'est-à-dire, on vient d'une situation qui est l'esclavage sur le territoire états-unien. Donc, c'est pas tout à fait le cas ouest-européen, tout de même. Non, vas-y, Félix. Oui, j'avais rapidement, toujours sur le cas états-unien, mais peut-être ça peut permettre aussi de généraliser un peu sur des questions plus globales, mais parce que dans le cas américain, c'est particulièrement prononcé. Il y a une dimension des inégalités dans le cas états-unien dont on parle peu ici, mais c'est la densité carcérale aux États-Unis, hein, qui est supérieure, par exemple, à celle de pays. On hallucine quand on regarde les chiffres. La Chine par exemple, la Chine est censée avoir une densité carcérale inférieure. Enfin, des fois, quand on regarde ces chiffres, c'est assez hallucinant. Et en plus, c'est une densité qui est extrêmement bien déterminée sur le plan ethno-racial, pour le coup. Hein. Et du coup, finalement, on parlait de la continuité de l'esclavage, mais aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il n'y a pas du coup une continuité de cette ségrégation dans le carcéralisme américain et qui pèse énormément sur la dynamique des inégalités, et pas seulement en termes de salaire et d'emploi, mais aussi en termes de patrimoine, hein, parce que je pense que un effet de dépatrimonialisation des populations, des communautés afro-américaines, c'est aussi cette emprise du carcéralisme sur leur communauté. Et je me demandais du coup si ça n'était pas aussi, au-delà du cas américain, ce qui risquait d'être le prix à payer. Parce que évidemment ça produit des inégalités, mais c'est aussi une manière de gérer les inégalités, hein, le carcéralisme. C'est-à-dire que on parlait des années Nixon, Reagan, etc. Mais ce qui est commun quand même au spectre politique américain, c'est quand même cette idée, on maintient cette politique, le statu quo carcéral. Et finalement, ce système d'inégalité globale, est-ce qu'il nous mène pas aussi vers un grand réenfermement s'il n'est pas combattu? Est-ce qu'il n'y a pas, et du coup qui risque de renforcer ces dynamiques aussi inégalitaires, puisque voilà. Et il faut préciser que le cas d'enfermer les minorités raciales, c'est pas seulement un cas qui est exclusif aux États-Unis. On peut le retrouver aussi en France. Avec des taux d'enfermement qui, pour l'instant, sont 10 fois plus faibles entre l'Europe et les États-Unis, quoi. Mais effectivement, avec une surreprésentation des populations immigrées qui est sans doute comparable, enfin relativement au niveau total d'incarcération. Mais non, je suis tout à fait d'accord. Le niveau d'incarcération aux États-Unis, si on prend les jeunes hommes noirs âgés de 20 à 40 ans, on a 10-15% de la population en prison à un point donné du temps. Enfin, vous êtes sur 5% si vous prenez toute la population masculine noire, mais allant jusqu'à 80 ans, quoi. Mais si vous vous focalisez sur les 20-40 ans, vous êtes sur du 10-15% à un point donné du temps. Et comme tout le monde ne reste pas 20 ans en prison, ça veut dire en fait vous avez 20-30% des personnes qui vont faire un passage en prison. Donc l'incarcération devient un truc qui est presque la norme, enfin en tout cas qui est pas du tout exceptionnel. Donc là, oui, alors en Europe, le niveau total d'incarcération, il est 10 fois plus faible, et en même temps il a énormément augmenté. C'est-à-dire c'est pas comme si les prisons étaient vides, hein. Donc ça, voilà, il y a de la marge, mais disons faire ces comparaisons avec les États-Unis ou parfois avec l'Inde, c'est aussi une façon de mettre à distance des contre-modèles ou des anti-modèles et essayer de mieux d'éviter les choses à éviter. Alors, on approche de la fin de l'émission, on a fait beaucoup de constats, on va essayer de parler là pendant 10 minutes des solutions qu'on peut apporter. Là tu as pris l'exemple des prisons. Aux États-Unis on peut les mesurer parce que notamment il y a les statistiques ethniques. Est-ce que l'une des solutions en France pour réduire les inégalités n'est pas d'instaurer ces statistiques ethniques? Patrick Simon, vous êtes un peu spécialiste de ces questions, votre avis? Au
Enfin bon, une solution, c'est pas vraiment une solution, c'est un moyen. Ça peut déjà permettre de mesurer. Ouais, enfin en tout cas, la question au-delà des statistiques elles-mêmes, c'est d'arriver à concevoir les catégories des personnes qui sont confrontées à ces mécanismes de discrimination. En fait, le secret très mal gardé en France, c'est qu'on joue autour des... On a ce rapport complètement ambivalent autour de la catégorisation. Oui, en prison, on va dire les musulmans. Faire les catégories, c'est créer le racisme plutôt que de se mettre en situation de pouvoir le modifier. Ça, c'est un type de cas de figure qui ne se produit pas aux États-Unis et dans pas mal de pays qui ont cette histoire de ségrégation raciale et dans lequel la question des catégories n'est pas celle qui est problématique. Ce qui est problématique, éventuellement, c'est leur utilisation. Mais dans le cas français, on est vraiment dans un cas qui bloque la question. Et c'est la possibilité de passer non pas seulement en termes de connaissances, même si pour les prisons on n'est pas très en capacité de le dire, mais en tout cas de connaissance de ces mécanismes de discrimination que d'être capable d'intervenir dessus. Et là on est dans la dimension des politiques de lutte contre les discriminations. Alors c'est des politiques qui utilisent beaucoup d'éléments factuels, dont statistiques, et là on a un problème massif qui est qu'on ne peut pas du tout développer les mêmes formes d'intervention par absence en fait de catégorisation. Donc on est devant un dilemme quasiment insoluble, et d'ailleurs honnêtement il n'y a pas de consensus, je dirais, ni parmi les chercheurs, ni parmi les forces sociales sur le fait qu'il faut rentrer dans un mécanisme d'identification plus généralisé des origines. Je pense que dans le livre, si j'entends bien ce que tu dis, tu n'es pas complètement favorable à ça non plus de ce point de vue-là, en essayant de trouver un moyen terme pour garder cette, disons, une issue universaliste de communauté d'intérêt qui évite de rigidifier en fait des formes d'identité. Et donc là, on n'a pas de, à mon avis, on ne trouvera pas de solution à mi-chemin. À mi-chemin entre quoi et quoi entre faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas le faire, ou de créer un appareil catégoriel beaucoup plus affirmé. Le truc intermédiaire, il n'existe pas, je pense. Mais un appareil catégoriel plus affirmé qui, toi, pourrait prendre quelle forme que tu recommanderais ? À peu près ce qui existe aux États-Unis, quoi. Alors, il y a un exemple intermédiaire dans le cas français et le cas états-unien, qui est le cas du Royaume-Uni, où on pose des questions. Par exemple, je prends l'exemple. Si j'essaie d'étudier les attitudes politiques dans ces trois pays, France, États-Unis, Royaume-Uni, dans les enquêtes françaises, j'ai des questions sur est-ce que vous avez un de vos grands-parents nés à l'étranger, et si oui, dans quel pays? Et donc vous pouvez voir les 10% de l'électorat qui disent avoir au moins un grand-parent extra-européen, et les 20% de l'électorat qui disent avoir un grand-parent étranger européen, généralement d'Europe du Sud, principalement. Donc ça, vous les avez dans les enquêtes électorales, vous pouvez voir dans quelle mesure ça impacte sur les affiliations politiques. Vous avez des questions sur la religion, par ailleurs. Dans le cas états-unien, vous êtes latino, vous êtes black, etc., vous êtes blanc. Dans le cas anglais, les Anglais essayent de poser la question depuis le début des années 80 sur est-ce que vous êtes British white, est-ce que vous êtes African Caribbean, est-ce que vous êtes Indian Pakistani, est-ce que vous êtes Chinese Asian. Et ce que vous constatez, moi ce que je trouve quand même assez frappant, c'est que dans les gens qui ne cochent pas la case blanche, vous avez un tiers des gens qui refusent de cocher une case. Et je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça montre quand même que, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de choisir une case. C'est-à-dire que c'est compliqué. Quand on a des origines mélangées, je veux dire, ça peut être aussi une violence de demander de cocher cette case. Enfin, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'un tiers de ceux qui ne cochent pas la case blanche ne cochent aucune case. En Grande-Bretagne. Dans toutes les enquêtes post-électorales depuis les années 90-2000. Donc, moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec... Ah non, je t'assure, hein, ça c'est... On vérifiera. On vérifiera après l'émission. C'est pas le cas. Dans le recensement, c'est pas le cas. 95% des gens cochent la case. Dans ceux qui ne cochent pas la case blanche. Parce que tu vois, t'es 95%, mais si t'as 85% qui cochent la case blanche, je te dis que dans ceux qui ne cochent pas la case blanche, t'en as un tiers qui ne coche pas de case. Et donc, c'est pas rien, un tiers. Tu vois, c'est pas... Tu veux pas forcément... Enfin, si on avait en France, si tu dois cocher une case... un tiers des 10%, quoi.
c'est 5%. Mettons qu'il y en ait 15% qui sont pas blancs, et t'en as 5% qui cochent pas, 10% qui cochent une case. Enfin, et après, les effets produits par le fait de s'identifier à cette catégorie sont pas complètement évidents. Je pense que tout à l'heure, on évoquait la possibilité d'un dispositif de lutte contre les discriminations. Je pense que on peut parfaitement avoir un dispositif pour mesurer au niveau d'un très grand échantillon d'entreprises les discriminations qui sont faites sur certains types de noms et de prénoms, permettant de sanctionner ces comportements et d'essayer de modifier cette réalité sans pour autant avoir des cases maghrébins, subsahariens, indiens dans les recensements français. Je pense vraiment... Enfin, je ne vois pas en quoi le fait de mettre ces cases dans les recensements, dans le cas états-unien ou dans le cas britannique, a permis de résoudre quoi que ce soit. Et je pense que ça peut avoir l'effet de durcir des frontières entre groupes qui sont en réalité des frontières mouvantes, parce qu'on a des taux de mariage mixte à chaque génération qui sont considérables, et des identités qui sont mêlées, qui sont mélangées, qui sont infiniment multiples et diverses, et qui ne peuvent pas se mettre comme ça dans un si petit nombre de cases. En tout cas, par exemple, la politique de lutte contre la discrimination à raison du sexe, la parité en politique, ça n'est pas applicable si jamais on n'a pas une catégorie d'hommes ou de femmes. Donc aller régler comme ça, les 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du Code 40, qui a un quota, ça n'est pas faisable si j'ai pas une catégorie d'hommes ou de femmes. On ne demande pas le nom et le prénom des gens. Donc tous les dispositifs qui sont appliqués dans le cas des inégalités entre les femmes et les hommes, essaye de les appliquer en fonction de l'origine, et tu verras qu'il n'y en a quasiment aucun qui peuvent être mis en place. Et rattrapage de salaire, question d'accès à l'emploi, question d'accès dans l'éducation et ainsi de suite, c'est pas possible. Alors on peut rester dans une autre forme de politique, mais c'est pas les mêmes types de politique, c'est tout. Redis-moi juste ce que tu proposerais exactement, ce que j'ai bien en tête. C'est ce que j'allais demander. Oui. L'équivalent de hommes et femmes, c'est des catégories ethno-raciales qui sont celles qui sont à l'origine des discriminations que les personnes rencontrent. C'est exactement le modèle britannique, par exemple. Donc maghrébin, subsaharien, je coche la Après case. Ça, les catégories changent selon les pays. Oui. La différence entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est pas le système catégoriel, c'est les catégories elles-mêmes. Parce que les catégories sont pas les mêmes aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne, compte tenu de l'histoire de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Mais la logique est exactement la même. Ouais, je pense la difficulté. Le Canada, c'est mieux, c'est plus bankable. Le Canada, c'est une démocratie beaucoup plus acceptable. Il y a une catégorie qui s'appelle minorité visible et il y a une liste de. Oui, mais ensuite, où est-ce que les quotas s'appliquent pourquoi par rapport à ces minorités visibles? Parce qu'aux États-Unis, cette catégorisation, elle existe depuis l'esclavage, pour des raisons d'identification de qui a le droit d'apprendre à lire, qui a le droit d'être esclave et qui a le droit de ne pas l'être. Et ça n'a jamais été utilisé pour faire la moindre discrimination positive à grande échelle. À partir de 64, si. C'est la différence. Non, c'était simplement une façon d'essayer de briser la déségrégation. Mais il n'y a jamais eu de dispositif. Non, mais il n'y a jamais eu de dispositif ni fédéral ni au niveau des États aux États-Unis proposant explicitement d'augmenter le nombre de places dans les universités sur la base de la catégorie raciale. Si jusqu'en 73, c'était un quota. Mais ça a été abandonné en 73. Non, pas au niveau fédéral. Il n'y avait jamais de quota au niveau fédéral. Non, c'était du bricolage au niveau de telle ou telle université particulière. Non, mais la différence. Alors, voilà, puisqu'on parle de ça, le seul pays qui a vraiment fait des politiques de quotas comme ça, c'est l'Inde. Oui, mais c'est pas les États-Unis. Les États-Unis, ils font des catégorisations ethniques pour assurer une domination, pas du tout pour la réparer. En Inde, il y a effectivement une politique assumée de quotas en faveur des anciennes basses castes discriminées, des Dalits, des populations aborigènes, qui ont ensuite été étendues auprès des OBC, des Other Backward Class, et dont pouvaient faire partie des groupes musulmans socialement défavorisés à partir des années 80. Cette politique, alors c'est un cadre différent parce que c'est des populations qui ne sont pas des populations immigrées ou des populations qui ont été transportées à un moment donné dans le cas des esclaves américains. C'est une construction, l'Inde, au fil des siècles. Il y a eu des affiliations religieuses différentes, des différenciations sociales au terme du système hindou. Ces catégories, le système colonial britannique leur a donné une rigidité qui faisait qu'il fallait essayer de s'en sortir. Et c'est aussi pour ça, je veux dire, s'il n'y avait pas eu la colonisation britannique, ces catégories n'auraient peut-être jamais eu la dureté qu'elles ont acquis à la suite du colonialisme et qui finalement a obligé à les utiliser
pour essayer de s'en sortir. Mais ce que montre l'expérience de l'Inde, c'est qu'à la fin des fins, quand vous avez des dispositifs comme ça d'accès préférentiel pour certaines catégories, il faut prévoir autant que possible les conditions de la transformation de ces mécanismes dès le départ. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un peu ce qui est en train de se faire en Inde, où on essaye de remplacer le critère strictement « est-ce que vos ancêtres étaient Dalits ?» ou pas, avec de mélanger ça avec des critères socio-économiques explicites, des critères de revenus, de conditions de vie, d'essayer d'exclure les Dalits les plus riches, d'inclure les hautes castes les plus pauvres. Et petit à petit, on bascule sur un système socio-économique, mais c'est un processus très graduel, mais qui doit être un peu prévu à l'avance. C'est-à-dire que si on s'enferme dès le début dans une logique dichotomique sur des catégories, on se met en grande difficulté. Vraiment, l'exemple indien a à la fois des potentialités intéressantes. Bon, après, l'acceptabilité de quotas en faveur des basses castes et Dalits en Inde dans les années 50 n'est pas tout à fait l'acceptabilité en France aujourd'hui de quotas pour ceux qui ont coché la case maghrébin ou subsahérien. Et donc, je pense que aller dans cette voie-là et présenter cette voie-là comme l'issue me semble compliqué et pas forcément très efficace. C'est-à-dire que je pense que, à nouveau, la lutte contre les discriminations sur la base des noms et des prénoms dans les processus d'embauche me semble quelque chose de plus porteur. Hein. Alors, ça c'est l'identification à la catégorie. Mais en fait, la question du quota, c'est pas la seule chose qu'on peut faire dans les politiques de lutte contre les discriminations. Il ne faut pas s'arrêter dessus. Hein. Laissons de côté les quotas, il n'y a pas de quotas, d'accord, mais quel que soit le principe qu'on utilise dans la politique, il faut identifier les biais. Et les biais portent sur des personnes qui ont une certaine caractéristique. Tu les identifies par le nom et le prénom, bon, bah, au lieu de dire les hommes et les femmes, on va dire les personnes qui ont une pointure au-dessus du 42. Voilà, c'est l'équivalent. On ne va pas dire hommes et femmes parce qu'on trouve que c'est problématique de dire hommes et femmes, donc on va dire autre chose. On va pas prendre les noms, on va pas prendre l'auto-classification dans une catégorie, on va prendre le nom et le prénom et on a indirectement à peu près la même information que si on a vu ça, à la réserve près que, comme pour la pointure pour les hommes et les femmes, c'est pas très bon, parce qu'en fait, il y a des femmes qui ont des grands pieds, il y a des hommes qui ont des petits pieds, et puis il y a des gens qui ont des prénoms qui sont pas les prénoms, qui se voient de façon très immédiate dans leur apparence, qui par contre vont les exposer à des formes de discrimination qui vont continuer à vivre, malgré le prénom et le nom qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Donc, en fait, le débat, il est là-dessus. Il est comment on arrive à défaire, ou en tout cas à rendre plus visibles ces mécanismes d'exclusion et de discrimination qui sont en œuvre. Et le débat, la catégorisation, il est hyper intéressant parce que toutes les solutions intermédiaires supposent qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de la question, même si, évidemment, on préserve l'idée que on évite la rigidification de catégories. Et peut-être que c'est ça la bonne solution. Je n'ai pas de réponse complète là-dessus. En tout cas, le débat est ouvert, mais on ne va pas pouvoir le terminer ce soir. On touche à la fin de l'émission. Je voudrais finir sur une dernière question un peu plus d'espoir. On voit en ce mouvement beaucoup de soulèvements dans les pays du Sud, que ce soit à Haïti, au Chili, en Iran, en Algérie. Est-ce que pour vous, c'est une contestation des inégalités mondiales? Et est-ce que pour vous, ça représente un espoir? Et un peu, est-ce que le Sud montre la voie? Je pense qu'on arrive quand même au bout d'un certain cycle d'organisation de la mondialisation qui, voilà, est notamment marqué dans les années 80-90 par la chute du communisme, par l'entrée dans un régime de libre circulation des capitaux sans aucun contrôle, qui produit une montée des inégalités qui, dans beaucoup de pays, a pris des proportions qui deviennent insupportables. Donc après, les révoltes se font sur des mesures symboliques, sur des tarifs de transport en commun ou des taxes sur les carburants en France, au Chili, au Liban. Mais il y a évidemment un point commun dans tout ça, qui est qu'on a organisé un système économique international qui fonctionne beaucoup au bénéfice des groupes économiques les plus mobiles, qui ont le plus de capital financier et de capital humain. Et c'est ce système qui est de plus en plus contesté et qui aboutit à une remise en cause. Donc après, la question, c'est de construire des formes d'organisation et notamment de traités entre les pays, d'organisation des relations entre pays qui permettent de donner un débouché à ces crises. Parce que c'est ce que montre toute l'histoire des inégalités que je décris dans ce bouquin, c'est que le changement historique, il se nourrit des crises et il se nourrit aussi de mouvements intellectuels, politiques de plus long terme qui
dans lesquels les crises vont aller piocher comme des répertoires de solutions, et les crises en tant que telles, malheureusement, peuvent déboucher sur le pire ou le meilleur. Et dans d'autres cas, il y a des formes de durcissement identitaire et nationaliste qui sont évidemment la voie la plus, disons, la pente la plus facile à suivre dans le cadre de beaucoup de pays. Donc, d'où la nécessité, je pense, de mettre sur la table et de débattre à l'avance de l'après, d'une nouvelle forme de socialisme participatif dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, mais dont je veux insister sur le thème qu'on ne peut pas dire il faut changer de système économique, il faut sortir du capitalisme actuel sans mettre sur la table quelque chose qui ressemble à une organisation des relations de propriété qui soit différente jusqu'au bout, qui fasse le lien entre la petite propriété privée dans des petites entreprises qui peut se justifier à condition qu'il y ait un très fort partage du pouvoir avec les salariés, et à condition que dès lors que l'entreprise atteint une certaine taille, il y ait aussi une limitation très forte du pouvoir de l'actionnaire individuel. Donc c'est cette réflexion sur la propriété que j'essaye de mener dans le livre et qui, je pense, est importante. Les solutions que je propose ne sont pas des solutions fermées, mais je pense que la démarche, il faut la poursuivre. Voilà. Alors voilà, on va s'arrêter pour cette discussion. Merci à vous trois. Avant de se quitter, je voudrais faire un rappel sur l'actualité politique antiraciste et décoloniale. Tout d'abord en rendant un hommage à Zaineb Redouane. Demain, ça fera 1 an que cette dame a été tuée par une grenade lacrymogène tirée par un policier alors qu'elle était chez elle. Donc nous pensons à sa famille et ses proches et nous exigeons toujours justice et vérité pour cette affaire. D'ailleurs, une manifestation a eu lieu hier à Marseille. On rappelle aussi qu'il y a plusieurs rendez-vous cette semaine antiracistes. Tout d'abord le 3 décembre avec une soirée en soutien à Assa Traoré et sa famille à 19h à l'espace Gendarme dans le 2e arrondissement. Le samedi 7 décembre à Rennes, une marche est organisée pour exiger justice et vérité pour Babacar Gaye, tué par la police en 2015. La marche partira à 14h de la place Lucie et Raymond Aubrac. Et enfin, il y a la marche du 8 décembre à Barbès à 14h, la marche des mamans de Mantes-la-Jolie pour la justice et la dignité. 1 an après que les policiers aient agenouillé et aussi maltraité 151 collégiens et lycéens du Mantois. Avant de vous quitter, je voudrais aussi vous rappeler que Parole d'Honneur est un média 100% décolonial, mais aussi 100% autonome. Nous n'existons et continuons d'exister seulement grâce aux dons de notre public. Et donc, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire. Il y a un Tipeee, mais vous pouvez aussi, le public est ici présent, vous pouvez nous aider, et même les invités, c'est pas interdit. Nous soutenir, il y a une caisse qui va circuler. Voilà, c'était tout pour ce PDH Radio. La résolution Maillard. D'accord. Bon. D'accord. C'est fait. D'accord, merci. Merci. D'accord. Le message est passé. D'accord, merci. Le message est passé. C'était tout pour ce PDH Radio. Le prochain PDH Radio est dans 1 mois, mais on se retrouve le 14 décembre pour un QG décolonial brûlant, l'islam et politique, la grande discorde. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain QG décolonial.